Bonjour à tous, bienvenue dans cette rencontre autour de nos deux invités. Florence Aubenas, à ma gauche, Bruno Boudjelal à ma droite, vous les aurez reconnus facilement, l'un et l'autre. Et on va passer 1h30 ensemble à discuter un peu autour de la ville de Marseille. Ce projet a été appelé « Envoyés très spéciaux à Marseille ». Envoyés très spéciaux, je vais faire la présentation de nos invités dans un instant, mais on va expliquer pourquoi envoyés très spéciaux et de quoi nous allons parler de cette ville de Marseille et de ce rapport à Marseille qu'entretiennent nos deux invités. Ça pourrait aussi s'appeler, et on y a réfléchi un peu en préparant cet entretien, ça pourrait s'appeler Marseille roman photo. Bien sûr, roman photo parce que Florence Aubenas est journaliste, mais avec une dimension de la narration qui touche au roman, bien sûr. Et puis Bruno Boudjelal est photographe. On va en parler justement dans un instant. Alors, avant de commencer, peut-être vous dire qu'on va passer environ 1 heure à discuter, tous les trois. Et puis on va quand même avoir un temps d'échange avec vous d'une demi-heure vers la fin de notre échange, justement, pour pouvoir prendre quelques questions et ensuite répondre peut-être à des interrogations que la discussion qu'on aura initiée aura chez vous fait naître. Donc, on va procéder à peu près comme ça, puis à la fin, il faut que je le dise, parce que sinon je vais oublier qu'il y aura une signature de nos auteurs. Pour ceux qui veulent leur parler un petit moment, on pourra faire signer les ouvrages de Bruno et de Florence à la toute fin de cet entretien. Voilà, alors d'abord, présenté par nos deux invités, même si certains d'entre vous, nombreux d'entre vous connaissent ces deux invités. Florence Aubenas, bien sûr, grand reporter pour Le Monde. Vous l'avez été pour Libération, de 1986 à 2006, puis pour le Nouvel Obs, de 2006 à 2012. Vous avez publié de nombreux textes qui sont tirés soit de vos chroniques, soit des récits, des enquêtes, des longues enquêtes que vous avez faites. J'en cite 3 particulièrement. La méprise sur l'affaire Doutreau, qui était parue au Seuil en 2005, mais aussi ce qui vous a rendu, j'allais dire, célèbre, même si vous l'étiez avant pour tout un certain nombre de raisons, mais en tout cas qui a été un très grand succès, qui était le Quai de Ouistreham, que j'imagine un certain nombre d'entre vous ont pu lire, paru à l'Olivier en 2010, et puis ce livre, En France, qui est le recueil de vos chroniques, de vos récits, de vos enquêtes aussi à travers la France, différents petits portraits, anecdotes de témoins qui sont plus ou moins anonymes en fonction des situations auxquelles vous avez été confrontés et qui a rencontré lui aussi un immense succès qui est sorti à l'Olivier en 2014. Alors, à ma droite, Bruno Boudjelal, donc vous êtes photographe à l'agence Vue, photographe indépendant, mais accueilli par l'agence Vue. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous êtes un photographe par accident. Alors, peut-être on va en reparler. Photographe par accident depuis 1993. À l'occasion d'un voyage en Algérie, vous êtes allé chercher votre famille. Eh bien, vous avez découvert la photographie, ou c'est elle qui vous a découverte. Et puis, vous avez tiré de ce premier voyage qui a mené à toute une série de voyages pendant une dizaine d'années, un gros travail sur la famille retrouvée en Algérie, qui a donné lieu à un livre qui s'appelle « Jours intranquilles », qu'on trouve ici. « Jours intranquilles », qui est un livre justement qui revient sur votre rapport à votre identité algérienne, à votre famille surtout, rapport qui a été ensuite transformé par un voyage en Afrique. Vous avez fait toute une route entre Tanger et Cape Town, entre 2003 et 2009, dont vous avez aussi tiré tout un travail très important sur le déplacement, qui est un des thèmes auxquels vous vous intéressez de près, et ce qui vous a reconduit à nouveau en Algérie entre 2009 et 2013, où il y avait un travail important sur votre identité commune avec l'Algérie, un peu en dehors de la famille. Vous étiez allé chercher votre famille entre 1993 et 2003, puis après, vous êtes interrogé sur vous-même dans votre rapport à l'Algérie, au travers de 3 thèmes importants. La question toujours de la circulation, une réflexion aussi sur qu'est-ce que c'est que faire de la photo dans l'idée de la documentation, un travail sur Frantz Fanon, et puis enfin un travail sur les haragas, ces migrants qui partent de l'Algérie pour aller, ou alors qui traversent l'Algérie pour se rendre éventuellement en Europe, avec un travail sur les paysages de départ. Voilà, on en reparlera dans un instant, mais dire quand même que ça a donné un livre, Algérie clos, comme on ferme un livre, qui est paru en 2015 aux éditions Le Bec en l'air et qui a reçu le prix Nadar. Voilà. Alors, sans plus attendre, on va en venir au thème maintenant qui nous occupe aujourd'hui. Et ce thème, ce roman de Marseille, on l'a divisé bien sûr comme un roman photo en chapitres. 5 ou 6 chapitres qu'on se propose de déplier devant vous et au travers d'une discussion avec nos deux invités. Et le chapitre 1, tout simplement, on va l'appeler « Premières impressions ». Premières impressions de Marseille. Et donc, Florence Aubenas, je vais me tourner vers vous pour dire, je crois, que ces premières impressions ne sont pas exactement très positives. Et vous allez nous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que c'est vrai que quand cette
proposition m'est venue de travailler à Marseille, qui était une proposition de dire, voilà, venez donc à Marseille, installez-vous 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, et racontez-nous la ville. J'ai immédiatement dit non, comme vous le voyez d'ailleurs. Parce que alors, pour moi, s'il y a une ville qui est absolument hermétique et incompréhensible, c'est Marseille. Et je vais même vous dire quelque chose, c'est non seulement hermétique et incompréhensible, mais en plus, d'une certaine façon, c'est une ville qui me fait peur. Alors non pas peur, physiquement peur, hein, je suis prête à céder mon portable à qui veut dans la rue, tout ça n'est pas problématique, j'habite moi-même Paris. Donc et vous en avez vu d'autres. J'en ai, voilà. Donc c'est pas du tout de cet ordre-là. Mais on a tellement lu sur Marseille, écouté sur Marseille, entendu raconter Marseille par des gens extrêmement talentueux qui sont d'ici, qui ont baigné dans le vieux port, au Panier, tout ça, je connais les noms sans même y être allé, vous voyez, et que je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Moi, je suis du Nord. Le Sud, c'est vraiment pas chez moi. Je n'y ai pas mes marques, et donc pour moi, c'est l'absolu étranger. Et c'est d'autant plus étonnant que donc je suis grand reporter depuis maintenant une 20aine d'années. Et partir à un endroit que je ne connais pas, c'est mon métier. Et à des endroits, en général, où, vous savez, Washington, Moscou, Pékin, sont des endroits où la plupart des journaux ont des gens installés de façon permanente, des correspondants. Donc, c'est des endroits où un grand reporter comme moi va rarement. En revanche, on va dans des endroits absolument opaques. On va au Kosovo, parce qu'une guerre éclate. On va en Haïti, où il n'y a personne, mais où la terre tremble. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, le tout à fait inconnu, théoriquement, je ne vais pas dire que c'est mon domaine, mais un petit peu quand même. Mais Marseille, c'était trop loin. Trop loin, trop compliqué, donc j'ai dit non, c'est pas possible, j'ai autre chose à faire, proposez-moi, je sais pas, Lens, vous voyez, des trucs, voilà, à ma portée, quoi. Amiens, enfin bon, du normal, quoi. Et puis, bon, on a un peu insisté, etc., et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est quand même un rendez-vous manqué. Et donc, pourquoi pas? Pourquoi pas Marseille? Vous voyez, il y en a une qui a dit pourquoi pas le Brésil. Je me dis pourquoi pas Marseille? Après tout, on va essayer. Donc, pendant 1 semaine, nous sommes venus en novembre, hein, avec Bruno. Et donc, avec nos portables à la main, on a marché quoi? 20 km par jour? Donc, il m'a amené comme un ours avec un anneau dans le nez, le long de la corniche, dans les quartiers, un peu partout, où j'ai regardé. Et alors, là, on arrive à un autre volet qui est celui de journaliste, qui est de dire, voilà, d'accord, j'ai vu tout ça, c'était formidable, c'est sympathique, finalement, ça s'est bien passé. J'étais moi-même étonnée, j'envoyais des textos, tout va bien. Bon. Et donc, après, il faut travailler. Et donc, je me suis dit, on retombe sur le même problème, c'est qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va raconter là-dessus? Alors ça, on va y venir dans un instant, sur le rapport au travail, parce que c'est une dimension importante. C'est vrai que j'aurais dû tout de suite préciser dans l'introduction que vous êtes venus, on s'est fait cette semaine-là, à vous dire il faut qu'on trouve un projet sur Marseille, ensemble, à faire ce fameux roman photo de Marseille, qui était la raison pour laquelle vous vous êtes retrouvés tous les deux, vous qui vous connaissez bien aussi. Il faudrait aussi préciser que ça fait de nombreuses années que vous fréquentez. Hein, on a déjà travaillé ensemble à plusieurs reprises. On y viendra. Donc on va y venir dans un instant. Alors Bruno, vous, c'est un peu le contraire, parce que Marseille, vous me disiez, Marseille, ça me rappelle moi beaucoup de choses que je connais bien. Donc vous avez plutôt un rapport beaucoup plus intime avec la ville. Disons, j'y suis allé plus régulièrement. La première fois commence il y a plus de 45 ans. C'était très, très intéressant. J'allais avec ma grand-mère. Ma grand-mère allait suivre des cures thermales à Aix-en-Provence. Et j'allais la rejoindre. C'était toujours au mois d'avril pendant les vacances de Pâques. Et j'allais passer les vacances de Pâques avec elle à Aix-en-Provence. Et au cours de ces vacances et au cours de sa cure, il y avait 2 sorties très importantes. Il y avait une sortie à Marseille pour aller au Château d'If. Et à chaque fois qu'on revenait, on allait prendre un thé au citron sur un café que j'ai jamais réussi à retrouver. Et la deuxième fois, on faisait une autre sortie à Marseille pour aller à Notre-Dame de la Garde. Et là aussi, on redescendait sur le Vieux-Port pour le fameux thé au citron. Donc voilà, ça a été un lien qui s'est construit. Puis après, j'y suis retourné dans les années 97, 98 pour un projet qui était un peu sur les quartiers avec un écrivain. J'espère que ça ne va pas nous porter malheur, avec qui je me suis disputé. Je peux dire son nom. J'ai travaillé avec Jean Echenoz sur
sur Marseille. Et ce qui était intéressant, puis on s'est disputé. Donc du coup, il n'y a pas de projet. Et puis voilà, et puis après, il y a eu ce Marseille 2013 où je suis revenu. J'ai été invité avec un autre ami écrivain avec qui je me suis disputé aussi. Donc Donc je me méfie. Florence est prévenue, quoi, d'une certaine manière. Si on travaille sur Marseille avec Bruno Boutgelal, on risque Non, de se mais disputer. l'idée On fera un sujet sur la dispute peut-être. je ne sais pas, l'idée étant de convaincre, de combattre le signe indien, quoi. Mais donc, vous me disiez aussi, pour vous, Marseille, c'est une ville qui vous rappelle Alger. C'est une ville avec laquelle, c'est pour ça que je parlais d'intimité quand j'ai commencé à parler de votre rapport à Marseille, c'est que quand on discutait un petit peu de préparer cette rencontre, et ben vous me disiez, moi, Marseille, j'ai l'impression des fois que je suis à Alger. Un petit peu. Après, l'idée, c'est que moi, je me sens un peu nulle part chez moi. Même moi, je viens de la banlieue, en région parisienne. C'est toujours un peu compliqué. J'ai eu ce sentiment, depuis quelques années, que Marseille avait quelque chose, qu'il y avait un peu quelque chose du chez-soi. J'en suis moins convaincu maintenant, ce qui est intéressant. J'ai l'impression d'être moins chez moi. Mais bon, voyons, l'idée étant peut-être de creuser ça et de voir si finalement, parce que j'en parlais pendant Marseille 2013, où je pouvais dire, j'ai trouvé, ici c'est chez moi, et même les gens qui venaient me voir, parce que j'ai été en résidence pendant 1 mois et on avait une grande maison, donc j'ai invité tout le monde. Et les gens me disent, mais on a l'impression que tu es ici chez toi. Eh bien, j'en suis pas si sûr que ça. Bon, ça commence bien. Quelqu'un qui n'aime pas Marseille et l'autre qui ne se sent pas chez lui. Bon. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, parce que notre chapitre numéro 2, il porte sur le rapport au travail à Marseille. Parce que, encore une fois, nos 2 protagonistes sont venus faire un travail à Marseille. Donc, on va essayer de réfléchir, Florence, à comment est-ce que, dans votre travail, vous avez traité Marseille. Moi, ce qui me frappe, c'est que en France, par exemple, il n'y a pas une ligne sur Marseille. Vous êtes allé dans plein d'endroits aussi, dans toute la France, dans votre dernier livre, et il n'y a pas de travail sur Marseille. Et en même temps, vous souhaitiez, ou en tout cas vous vous êtes laissé tenter par l'idée de passer du temps ici pour faire un travail. Alors, est-ce qu'on peut développer sur cette idée de Marseille et votre travail ? Oui, alors c'est vrai que jusqu'à présent, je venais le moins possible à Marseille. Donc pour toutes les raisons que je vous ai exposées. Alors de temps en temps, j'étais bien obligée. Donc quand il y avait quelque chose de terrible ou que le correspondant local était malade, donc il fallait, voilà. Alors je suis venue faire quelques incendies. Vous vous souvenez, il y en avait eu un très grand, presque aux frontières de la ville, il y a une dizaine d'années. Donc ce genre de sujet, donc du fait divers, de l'envoyé spécial comme les journaux savent en faire et que vous voyez dès que vous allumez BFM. Je faisais un peu ça à Marseille. Donc c'était, on arrive, on va très vite, et finalement, on ne traite pas du tout la ville, on traite l'exceptionnel. On traite un incendie à Marseille et pas du tout Marseille. Et ça, c'est vrai que c'est un peu le risque quand on est envoyé spécial, c'est de traiter l'extraordinaire, c'est-à-dire qu'on ne devient pas spécialiste ni d'un pays ni d'une ville, on ne raconte pas une population, on raconte un fait extraordinaire qui s'y est passé. Et la démarche qu'on avait avec Bruno cette fois-ci était de faire tout à fait l'inverse, c'est-à-dire de raconter l'ordinaire. Donc c'est finalement, j'allais dire presque le plus compliqué quand on est journaliste et quand il faut raconter quelque chose. Quand voyez, le ciel s'ouvre, un avion bombarde ou des choses comme ça, bon, évidemment, les récits, l'actualité se construit d'elle-même. Quand vous avez à dire, voilà, il ne se passe rien et c'est ce rien que je vais vous raconter, là commence ce problème. Et j'avais déjà rencontré ce problème-là quand on parlait de Kate Wistreham, donc un bouquin que j'ai fait précédemment. Et c'était un livre que j'avais fait au moment, vous vous en souvenez, de la crise financière en 2009-2008. Et j'avais décidé de dire, voilà, moi, je ne suis pas journaliste économique, comment faire pour traiter une crise financière à mon niveau ? Et j'avais décidé donc, sous mon vrai nom, mais sans dire que j'étais journaliste, de m'inscrire au chômage à Caen, en Normandie, et de dire, voilà, je cherche du travail, je suis une femme de plus de 50 ans, qu'est-ce que je peux trouver ? Et donc, voilà, et de faire ça. Et c'est assez intéressant de voir comment, pour quelque chose, j'allais dire, de plus simple, de vraiment simple, trouver un travail de femme de ménage pour quelqu'un qui cherche du boulot, j'allais dire, c'est pas la formule de l'eau lourde. On sait tous qu'il y a des femmes de ménage, on sait tous que des gens sont au chômage, et c'est un peu la même démarche qu'a fait, je ne sais pas si vous le connaissez, Günther Wallraff, cet écrivain allemand, qui s'était grimé en turc pour raconter que le racisme existait en Allemagne. Vous allez dire la belle affaire, c'est pas la peine de se déguiser en turc, et pourtant si.
Et pourtant, si, quand on le fait, on découvre et on raconte des choses qu'on ne peut pas raconter autrement. Et finalement, prendre ces voies détournées, c'est presque la seule façon de saisir l'ordinaire. On a l'impression qu'on a besoin de faire ça pour rentrer dans une centrale nucléaire, pour découvrir les secrets de la Maison Blanche, pour mettre... Voilà. Eh bien non, là, un travail de journaliste avec une carte et avec son identité affichée est plus facile. Et en revanche, prendre ces voies détournées, pour l'ordinaire, c'est comme ça que ça marche. Et donc, avec Bruno, c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est à Marseille, comment faire pour attraper une ville dans son quotidien, attraper une ville dans son... j'allais dire, presque dans son abandon. La question que vous posez d'ailleurs, c'est une question de comment est-ce qu'on choisit un sujet, tout simplement. Il n'y a pas seulement une technique, mais il y a aussi comment on choisit un sujet et un angle. C'est ça. C'est-à-dire que nous voilà à Marseille. Qu'est-ce qu'on va raconter de Marseille? Alors, premier camouflet, en ce qui me concerne. Je propose un sujet, vous allez voir, absolument, je me dis, ça c'est l'idée du siècle. Les ordures à Marseille. Personne n'y a pensé. On est il y a 2 mois. Hein. À part les Marseillais. Personne n'y a pensé, ça n'a été traité nulle part. Donc on prend 2 ou 3 rendez-vous, on rencontre des gens charmants. Là, je me rends compte que le type me dit « Bon, attendez, il faut que j'y aille parce que j'ai d'autres journalistes à voir. » Donc je me dis « Ok. » Donc on a laissé tomber les ordures à Marseille, si j'ose dire. Donc première chose. Ensuite est venu un sujet moins marrant, sinistre même, qui est une question que je me suis posée, ça fait très longtemps. Malheureusement, dans les journaux, on a tous beaucoup travaillé sur le terrorisme. Et ce, depuis 1994, les premiers attentats en France, etc. Et c'est vrai que toutes les grandes villes françaises ont été touchées par le terrorisme, sauf, je touche du bois, Marseille. Et donc, je me dis, tiens, qu'est-ce qui fait qu'ici, et Dieu merci, le terrorisme n'a jamais frappé. Alors là-dessus, on a trouvé ça l'un comme l'autre. Un peu plombant. C'est-à-dire, on en devient superstitieux. Donc on s'est dit inutile de réveiller l'eau qui dort. Donc laissons tomber le sujet. Mais enfin, on a quand même réfléchi, on a regardé. J'ai feuilleté mon carnet d'adresse, j'ai harcelé des amis qui connaissaient des policiers, enfin, vous voyez le genre. Et puis finalement, on a laissé tomber. Je vous dis vraiment par superstition, j'aime pas le terme, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là. Alors ensuite, en tournant dans la ville, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire. On a pris des rendez-vous un peu comme on jette des dés. Hein. On est allé voir des associations dans les quartiers, rencontrer différentes personnes. On est allé dans les lieux les plus perdus ou les plus centraux, au contraire. Et là, on se rend compte de quelque chose qui est le vertige que donne une trop grande liberté quand il faut choisir un sujet. Vous savez, on avait monté au Monde une petite, ce qu'on avait appelé modestement le Monde Académie, et on prenait 20 jeunes gens de 18 à 25 ans qui, pendant une année, travaillaient avec nous, etc. Et on pensait leur faire un cadeau formidable en leur disant, voilà, vous ne connaissez rien au journalisme, on va vous faire une expérience, et vous voulez tous devenir reporters, et on va vous faire ce cadeau qui est de dire, choisissez le sujet que vous voulez, et pendant cette année, on va vous aider à le faire. Et c'était là un piège effrayant pour des jeunes gens, parce qu'aucun ne savait, cette liberté-là les paralysait complètement. Que raconter? Pourquoi ce sujet et pas un autre? C'est quelque chose qui finalement empêche les jeunes gens de travailler. Ça avait été, j'allais dire, les 6 premiers mois avaient été pour eux un vertige. Et donc ils étaient là, ils n'arrivaient pas à trouver des sujets, etc. Et tout à coup, à mon âge, je me retrouvais comme ces jeunes gens qu'on avait pris là en disant « bon, ben, on peut tout faire, si, pourquoi pas ça, etc. » Et donc, il y avait là quelque chose de, j'allais dire, presque d'entournant. Et donc, on a marché presque dans la ville à s'y perdre, hein, d'une certaine façon. D'autant que vous aviez le sentiment, vous me l'avez dit, que les sujets étaient biaisés. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'à Marseille, beaucoup de sujets étaient biaisés. Vous cherchiez une clé pour rentrer dans la ville. Oui, c'est-à-dire qu'on comme tout le monde, j'allais dire, j'avais lu sur Marseille, vu des films sur Marseille, tout fait sur Marseille.
Et vous savez, j'imagine, je me sentais un peu aussi comme une touriste japonaise devant la Joconde. Je l'ai déjà vue. Je l'ai déjà vue et je la voyais plus grande en plus. Donc il y a ce côté où la ville, vous la connaissez, elle vous échappe, vous vous rendez bien compte que ça devrait se passer autrement et vous avez du mal à vous en sortir. Mais on a trouvé un sujet finalement. On va trouver un sujet. On va en parler peut-être tout à l'heure. Alors Bruno, vous n'avez pas le même rapport parce que vous, le sujet compte, mais le traitement jusqu'à présent, ça a toujours été un traitement qui part de vous-même, dans un rapport à votre intimité, ou en tout cas à un pays auquel vous aviez une relation, je ne sais pas si le terme tourmentée correspond, mais en tout cas ambivalente. Là, dans le cas de Marseille, par exemple, moi ce qui me frappe dans votre travail, c'est que vous avez tout un travail de photographie par le flou. Alors, je me suis posé la question, est-ce que vous avez le sentiment qu'on photographie deux villes, alors on photographierait Marseille de la même manière que ce qui vous a inspiré à Alger, dans ce rapport à la forme du travail? Non, je pense que ça parle de mon travail, je suis flou, alors je ne sais pas si c'est flou comme un lapin, mais en tout cas, non, la forme photographique, enfin, il y a deux choses. Il y a les histoires de sujets. Moi, je viens il y a très longtemps aussi de cette histoire du photojournaliste, tout ça. Et moi, il y a bien longtemps que j'ai décroché de ces histoires-là. Je crois plus vraiment je suis pas le seul. Hein, on est plusieurs à croire à ça, quoi. Et par exemple de dire sur Marseille, sur le rien, moi, je me reconnais sur cette histoire du rien, de photographier le rien. Après, ma forme photographique, elle est très liée à l'Algérie. C'est-à-dire, moi, j'ai rien à voir avec les histoires de photographie. Je commence en 93, quand je pars, je décide d'aller rechercher ma famille en Algérie. C'est au dernier moment, 2 jours avant de partir, un ami me dit toi, tu vas en Algérie, tu devrais faire de la photo. Je lui dis écoute, la photo, je connais rien. Il m'a prêté son appareil. Et puis je suis quand même arrivé à Alger chez des amis, c'était mai 93, le contexte de l'Algérie qui était très compliqué, alors que moi j'y étais avant tout pour essayer de retrouver la famille de mon père, tout ça. Et les gens ont commencé à me demander là-bas, les amis, mais pourquoi tu viens ici? Et c'était très compliqué de parler de ces histoires de famille. Et je leur ai dit, j'ai menti, je leur ai dit, mais je suis photographe. Ils m'ont dit, ah bon, t'es photographe? Mais ils me disent, tu sais que c'est un pays où on ne peut pas photographier. Et moi, je leur ai dit, mais non, j'ai l'habitude, il n'y a pas de problème. Et donc, le lendemain matin, au petit déjeuner, avec ses amis, pris à mon propre piège, m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais ce matin? Moi, je dis, ce matin, j'ai prévu, je vais aller la Casbah, Bab El Oued. Il me dit, mais tu vas photographier? Je lui dis, non, mais vous inquiétez pas, j'ai l'habitude et tout. Alors, évidemment, j'ai failli me faire tuer le matin à Bab El Oued, l'après-midi à la Casbah, je me suis fait arrêter par la sécurité militaire. Et donc, tout de suite, ça a été très compliqué. Et donc ce voyage a été très compliqué et en plus je me suis fait attaquer et on m'a volé, vous savez, moi j'y connaissais rien, j'avais un appareil photo où on pouvait enlever le viseur. Et dans la bagarre, on m'avait volé le viseur. Donc le soir, je suis rentré chez les amis et j'ai appelé mon ami en France. Je lui ai dit écoute, je suis désolé, mais ton appareil photo, en plus, il est cassé, je peux plus rien faire. Il me dit mais ça fait rien, tu vas travailler sans viser. Donc du coup, j'ai commencé à photographier sans viser. D'où le flou. Je ne sais pas si le flou, c'est encore plus compliqué que ça. Et donc voilà, et donc après je suis rentré en France, j'ai retrouvé la famille, et la question qui s'est posée, ça a été de savoir si, est-ce que j'allais retourner en Algérie, ce que je ne croyais pas du tout, finalement j'y suis retourné, et la deuxième question, est-ce que j'allais y retourner, si j'y retournais, est-ce que j'allais continuer d'y photographier? Et finalement, j'ai dit, je suis retourné, et j'ai dit je vais y photographier, mais fort de mes premières expériences, je me dis il faut que je trouve autre chose. Et la veille de ce deuxième départ en Alger, j'étais chez un ami avec ses enfants, tout ça, et sa petite fille venait de récupérer un appareil photo en plastique du McDonald's. Et j'ai parlé, et je lui ai dit écoute, tu penses que je peux parler avec ta fille pour la convaincre qu'elle puisse me prêter ton appareil photo? Et elle m'a prêté son appareil photo. Et donc du coup, le fait de travailler avec cet appareil photo en plastique, qui est un jouet, donne des images avec une forme très particulière. Mais moi, donc justement, vous t'en parlais, j'appartiens à une agence qui s'appelle l'Agence Vue, où des photographes clairement ont décidé de travailler avec des appareils en plastique, tout ça, parce que ça allait donner une forme particulière, ça allait rajouter du sens à leur travail. Moi, avant tout, le fait d'avoir un appareil plastique, c'est quand je me retrouvais le nez dans la poussière au barrage de la sécurité des gendarmes et compagnie, quand ils voyaient mon appareil photo en plastique, ils me disaient « nous fais pas perdre de temps, toi ». Et donc, du coup, voilà, donc tout le travail en Algérie, surtout le premier dont Jours intranquilles, entre 93 et 2003, a été fait de cette manière-là. Donc le flou, le décadré, le bouger.
Mais avant tout, il y a aussi une grande critique photo qui a pu écrire sur le fait que je photographie derrière des vitres, le reflet, tatati tatata. Mais avant tout, je suis derrière une vitre parce que j'ai peur d'aller dehors. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, en tout cas, la forme photographique dans laquelle je suis, elle est intimement liée à la pratique de la photographie en Algérie à cette époque-là. On peut même aller plus loin. Je pense qu'elle est même porteuse d'échecs parce que elle parle du fait, elle souligne le fait que j'ai pas été capable de trouver une autre voie pour photographier l'Algérie à cette époque-là. En même temps, dans votre deuxième ouvrage, 10 ans plus tard, Algérie, comme on ferme un livre, eh bien, on retrouve ce décadrage, on retrouve ce flou, même si les conditions ont changé. Sauf, après, c'est toujours les accidents, sauf qu'apparemment, il y a le format carré. Vous avez la série sur Frantz Fanon, et le format carré vient du fait qu'un jour, avant de repartir en Algérie, j'étais au Puce avec ma fille, et qu'il y avait une Chinoise qui vendait des choses, qui m'a dit monsieur, viens voir ici. Oui, elle me dit j'ai un appareil photo pour toi. Alors je n'avais pas d'appareil photo. Elle me dit je crois que ça va te servir. Et donc finalement je l'ai acheté. C'était une sorte d'appareil photo en plastique, mais en format carré. Et c'est à partir de ce moment-là où je me mets au format carré. Alors quand on vient à Marseille justement, alors parce que Florence Aubenas nous disait comment est-ce qu'on essaye, on tâtonne pour trouver un sujet sur une ville comme Marseille. Vous, indépendamment de la relation que vous avez depuis longtemps et que vous établissiez autour de ce projet, qu'est-ce qui vous stimulait, qu'est-ce qui vous intéressait en tant que photographe ? En tant que photographe, pas grand-chose. C'est juste moi, comme le lien au territoire. Et moi, après, Florence marche beaucoup. On s'est retrouvés là-dessus. Il y a l'histoire de marcher et d'arpenter. Et voilà, quoi, un peu comme se laisser porter. Et voilà, les choses... Moi, je ne fais pas partie de ces photographes ou de dire, et ce qui est très bien, des gens vont vouloir aller à un endroit, vont dire voilà, Marseille, je vais aller faire les plongeurs, tout ça et tout. Moi, je n'étais pas là-dedans. J'ai une photo de plongeur à Marseille, là-bas, mais moi, c'est parce que j'étais assis et ils ont vu l'appareil photo et les gars sont venus me voir, m'ont dit mais tu fais pas de photos ? Je lui dis bah non. Il me dit tu fais pas de photos de nous. Bah, je lui dis écoutez, si ça vous fait plaisir, je vais vous faire une photo et voilà. Donc c'est aussi lié. Alors je sais pas finalement, si c'est les sujets qui vous choisissent d'une certaine manière. L'idée ce que je trouve assez intéressant, l'idée liée à la déambulation et de la circulation, et il se passe toujours des choses où il s'en passe pas, et ce qui est aussi tout aussi intéressant. Alors c'est là où on en vient finalement à notre chapitre 3. Chapitre 3 parce pour l'instant on a commencé par parler des premières impressions du travail, mais il y a aussi comme un désir qui naît, un désir de Marseille, c'est le titre de notre chapitre 3. Alors Florence, vous disiez tout à l'heure, j'ai toujours le sentiment d'être exclu de ce qui quand même pouvait être une fête, donc générateur de désir. Est-ce qu'on peut parler de cette manière-là, de ce désir de Marseille? Qu'est-ce qui fait que finalement, au-delà de la sympathie de l'équipe organisatrice de Les Beaux Jours qui vous propose de venir avec Bruno faire cette déambulation, ce projet, qu'est-ce qui fait que vous vous dites, bon quand même, il faut que je vienne faire ce travail, ou en tout cas que j'essaye de le faire? Alors, je pense qu'à certains moments, il faut réfléchir contre soi-même. C'est-à-dire que tout me dit, reprends le TGV. Et à un moment, je pense que c'est bien de rester. C'est précisément ça. C'est-à-dire que l'idée était ça. C'est-à-dire que, mais c'est très rare. On en parlait à déjeuner avec Gérard Lefort. Par exemple, il me disait tout le mal qu'il pensait de la ville de Cannes. J'adore Cannes. J'adore Cannes. À Cannes, tout me plaît. Ce côté floride, ce côté absurde, le fait qu'on puisse se donner rendez-vous place Bijard. Il y a quand même une seule ville en France où c'est possible. C'est quand même dingue, c'est là. Donc voilà, tout cette espèce d'extrême mauvais goût, de tout ça. Et moi, ça me va. Marseille. On voit bien que même ces amours sont des amours vaches. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, tout ça me convenait. Marseille, c'est le fait d'avoir soit la clé et pas la serrure, soit l'inverse. Enfin, je ne voyais pas par quel bout le prendre. Et donc, si vous voulez, c'est assez étonnant parce que très souvent, quand on est envoyé comme ça en grand reportage par son journal, on vous envoie, je ne sais pas, mettons en Afghanistan. Et donc, les choses se passent et puis vous restez 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et évidemment, le journal vous demande de dire, voilà, alors aujourd'hui, les premiers temps, on arrive à peine à écrire tellement les choses vont vite et qu'il faut en rendre compte. Et il y a cette espèce de ressac comme ça de l'actualité. Et puis au bout d'un moment, l'envie
des gens en France, dans des zones d'actualité très, très chaudes, et dire « Ouais, et quoi d'autre? Et raconte-nous encore quelque chose sur l'actualité, sur l'Afghanistan, etc. » Et puis là, vous êtes là, mais que raconter? Où est-ce qu'on en arrive? Comment faire? Et il y a cette espèce de... Voilà, on ne sait plus quoi raconter. Et là arrive la très mauvaise chose, qui est « Tiens, j'ai lu un sujet qui devrait t'intéresser. » Et là arrivent les plus mauvaises idées. Et donc, par exemple, en Afghanistan, j'étais allée au moment de la chute de Kaboul, au moment où les États-Unis avaient étaient rentrés dans la ville, donc faisant tomber le régime des talibans juste après le 11 septembre. Donc c'était une opération qui avait été plutôt soutenue par l'ensemble des nations, puisque elle était vue comme une réponse au 11 septembre, justement, aux attentats du 11 septembre à New York. Et donc comme ça, l'actualité va, la ville tombe, les Américains s'installent, etc. Et comme ça, je reçois un coup de fil de Paris. Dis donc, j'ai vu là une dépêche dans le New York Times où la fille se rend compte que les femmes là-bas sont toujours voilées, tiens, bien que les Américains soient rentrés en ville. C'est quand même bizarre. Pourquoi tu ne ferais pas un sujet sur cette question? Pourquoi tu ne ferais pas un sujet sur le fait que les Afghanes restent voilées alors que les Américains sont là et qu'elles auraient dû jeter leur voile aux orties comme chacun sait. Le lendemain, second coup de fil, toujours rien sur les femmes qui n'ont pas enlevé leur voile. Alors je dis bon, d'autant que le Washington Post a trouvé la réponse. Donc en fait, elles sont obligées de garder leur voile car des talibans continuent à rôder en ville et jettent de l'acide aux femmes qui enlèvent leur voile. Donc tu peux nous faire un sujet là-dessus? Alors là, vous partez tête basse dans la ville. Et donc, je commence à regarder, à faire l'enquête, etc. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous, pareil, vous marchez comme on a marché dans Marseille. Donc, vous allez dans les hôpitaux en disant, y a-t-il... vous avez vu des femmes brûlées. Vous allez dans les associations féministes, dans les quelques journaux du coin. J'avais des copines là-bas. Donc, je commence à regarder et rien. Donc, pas une femme blessée, rien de tout ça. Le journal me rappelle, dis donc, j'ai lu encore un article dans le Idaho Review, et ça se confirme, pour les femmes ont toujours leur voile. Alors bon, je ne veux pas. Et donc, au bout de 15 jours, les femmes ayant toujours leur voile, j'étais là, je me dis, il faut quand même que je trouve quelque chose. Et pareil, tout se dérobait, je voyais effectivement, de fait, des femmes voilées. Et donc, je rencontre des personnes que j'avais rencontrées à l'occasion d'autres sujets sur des élections, etc. Et je leur dis, écoutez, je ne comprends pas, est-ce que vous avez entendu parler de ça? Alors elles me disent, oui, effectivement, des femmes ont été... Alors je dis, mais vous pouvez m'en présenter, ou quelqu'un qui aurait été témoin? Ah non, c'est pas possible. Et donc au bout d'un moment, comme je continuais à les harceler, elle me dit, écoutez, on n'en peut plus de tes questions. En fait, c'est faux. Donc il n'y a pas d'acide, il n'y a rien de tout ça. Mais en fait... Vous voyez, c'est pas parce que les États-Unis sont rentrés que les femmes vont enlever leur voile du jour au lendemain. Et donc, elles le gardent, mais comme la plupart des journalistes ici n'arrivent pas à le comprendre et pensent que les États-Unis ont libéré les femmes afghanes, on a inventé cette histoire parce que c'est la seule que vous pouvez comprendre. Et donc, j'ai rappelé le journal, ça a été un très mauvais moment. Ça, on imagine. Oui, et donc j'aurais dit, je peux vous raconter ça, ça a été non. Et donc, Marseille, j'avais toujours cette impression de chercher quelque chose qui n'arrivait pas, d'avoir un sujet, mais c'était jamais tout à fait ça, et que les choses n'allaient pas pouvoir être racontées comme je me les étais imaginées. Et pourtant, encore une fois... c'est ça, je me suis dit, il faut un moment tromper le sort. Donc je me suis dit, je vais prendre la ville par surprise. C'est là où j'en suis. Alors la ville par surprise, Bruno, pour revenir sur cette question du désir, parce que vous n'aviez pas le même rapport contrarié à Marseille, on l'a dit, et donc la question du désir, est-ce qu'elle est plus naturelle ou sur quoi elle se portait? Si c'est, encore une fois, on ne parle même pas d'un désir lié au travail, mais qu'est-ce qui vous orientait votre désir dans Marseille? Le désir de Marseille? Déjà d'aller pouvoir me baigner tous les matins à l'Estac, ce qui est déjà pas mal. Et puis, non, j'aime, je vous dis, moi j'aime, je vous dis, il y a quand même un lien qui est assez fort à cette ville, et j'ai beaucoup d'amis, il y a l'amitié aussi,
Donc je vois beaucoup de gens, un peu partout. Donc je circule. J'aime bien les gens, les histoires qu'on me raconte. Je vous en avais parlé l'autre fois. Par exemple, quand j'étais pendant Marseille 2013, donc j'étais un mois ici, donc j'ai pris un peu... puis j'ai dit, je vais aller voir les gens, les amis. Donc je vais à Frévalon, parce que j'ai des amis à Frévalon, où j'avais travaillé, d'ailleurs avec Jean Echenoz quand on s'est disputé. Et donc je débarque à la gare de... On peut pas en savoir plus sur cette dispute. Ah, bah. Quand même, oui, ça fait 3 fois qu'il en parle là aussi. À la fois, il nous provoque. Non, Ça montait sur quoi? Il t'a pris ton peigne ou... Non, c'est une longue histoire. Non, c'est pas son avantage. Je veux pas débiner. Et en tout cas, donc je vais un jour à Frévalon et je débarque à la gare où j'étais venu à Frévalon peut-être 7-8 ans auparavant. Et il y a des gamins que j'avais eus, mais maintenant qui étaient devenus des hommes, qui m'appellent. Ils me disent, ah, c'est toi Bruno, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tatati. Je dis, bah, je viens voir. J'ai une amie qui s'occupe du centre social, donc je vais lui dire bonjour. Il me dit, ah, mais toi, t'es toujours en train. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu es toujours entre tes histoires de France, d'Algérie, tu sais toujours pas qui t'es. Mais on va te donner un indice. Je dis, ah bon? Il me dit, tu sais, l'autre fois, on a entendu, c'était 2013, on a entendu le préfet, je crois maintenant qu'il n'est plus, je ne veux pas dire de bêtises, et qui a fait un discours sur les Français de souche. Je dis, ah bon? Et il me dit, d'ailleurs, nous, tu sais ce qu'on est? On est des non-souchiens. Et donc moi, je m'occupe, je me moque d'eux, évidemment. Mais il me dit, mais te moque pas, toi, parce que toi, tu es un demi-souchien. Et je ne sais pas si c'est... Peut-être vaut mieux être carrément un non-souchien qu'un demi-souchien. Mais il dit, voilà, si on peut t'aider. Donc voilà, c'est ce genre d'infos que peut m'apporter Marseille. Demi-souchien, peut-être pour revenir sur un élément biographique, c'est que votre mère est française et votre père est algérien. Oui, c'était une année particulièrement intéressante pour mes histoires identitaires parce que j'avais fait auparavant une résidence à Bastia, sur le quartier sud, où là, j'assistais, je faisais des films, tout ça, des films Super 8, j'assistais à un immeuble qui était en train de s'effondrer. Et je faisais un film de l'immeuble en train. Maintenant, on ne fait plus d'implosion, on les détruit avec des grues. Et il y avait un vieux monsieur très touchant, en larmes, qui est à côté de moi. Donc, ayant fini mes films, je parlais avec lui. Il me dit, ah, c'est terrible, c'était magnifique, c'était le bon temps, c'est ma vie, vous voyez, qui tombe là, d'une forte émotion. Et puis il me dit, ouais, mais déjà, ça commençait à partir en cacahuète depuis plusieurs années. J'ai dit, ah oui, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Oui. Ces mélanges là, ça allait pas. Je dis ah bon et tout. Oui, on a mélangé les gens civilisés et puis les singes et ça va pas du tout ces histoires de singes. Alors moi, continuons, je lui dis mais monsieur, regardez, les choses bougent. Maintenant, on se mélange. Je dis regardez moi, ma mère est française, mon père est algérien. Et il se retourne vers moi, il dit toi, tu es un demi-singe. Donc c'était l'année des demi, entre demi-souchien et demi-singe. J'ai avancé dans mon identité. Alors on est déjà entré dans le chapitre 4 finalement, le chapitre 4 qui était sur la politique à Marseille. Alors la politique à Marseille, on voit bien que les questions que vous soulevez, elles ne concernent pas exclusivement Marseille, elles concernent la France et probablement même l'ensemble des territoires européens. Mais on avait envie de faire cette petite détour par la politique à Marseille parce que, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire quand on est journaliste, grand reporter au Monde de la politique à Marseille qui soit n'a pas été dit, soit qui n'est pas dit, mais parce que personne ne veut le dire. Alors comment on fait pour parler de politique à Marseille? Comment on fait? C'est plutôt à vous qu'il faudrait demander. À chaque fois qu'on va à Marseille, les gens vous disent non, mais ça tout le monde le sait, mais à chaque fois ils ne le disent pas. Je me rappelle d'une émission qu'on avait fait à Marseille et quelqu'un m'avait dit au téléphone avant, demain je vais tout dire, je dis tout. Et le lendemain, il m'a dit non, mais c'est pas si grave Marseille. Il n'y a pas tant de choses que ce qu'on dit. Oui, c'est vrai que là encore, on est dans ce vas-y, attrape-moi, quoi. Il y a toujours un côté. Ici, on a l'impression, on se tient par la barbichette, quoi. Je vais tout dire, mais non toi-même. Alors, c'est vrai que pour essayer de trouver ces fameux sujets et une fameuse histoire de Marseille, on a rencontré. Alors, ne cramons personne. On a rencontré des gens qui nous ont dit. Alors Bruno m'avait fait un peu comme votre interlocuteur, m'avait fait un peu miroiter. Bon, c'est quelqu'un qui a été dans les arcanes, près d'un grand mafieux. Alors donc moi j'arrivais langue pendante.
Tu vas voir, c'est quelqu'un. Alors, Mata Hari à côté était mal placé. Et donc, voilà, j'allais voir ce que j'allais voir. On arrive, une dame charmante. Mamie Ratatouille un peu. Hein, ouais, tout à fait. Donc, qui nous dit alors comment vous la trouvez, je l'ai bien réussi, etc. Donc, moi, j'attendais, vous savez, elle va se décider, ça y est, elle va tout balancer, etc. Et effectivement, on a absolument eu ce numéro qui m'a l'air d'être un classique marseillais. Donc, on était au dessert, toujours rien. Donc, alors, je faisais des petites ouvertures, mais ça doit être terrible dans telle institution, etc. Elle a, terrible. Alors, donc voilà. Et donc, il y avait à chaque fois des lourdes allusions sur des choses à demi-mot, mais que je pense n'avoir pas du tout compris, en fait. Qui étaient, ah oui, je pense que, oui, oh, un grand monsieur, machin, un grand monsieur. On le regrette maintenant, mais bon, bien sûr. Et aucune phrase ne se termine, il y a toujours 3 petits points, vous savez, qui restent... Bulles, comme dans les BD, un peu. Chacun hoche la tête en se regardant, puis vous êtes vraiment exclu de la conversation complètement. Et voilà. Et donc, au bout d'un moment, c'est une partie de ping-pong où vous vous rendez compte que malheureusement, vous êtes la balle. Et donc, c'est la politique à Marseille. Il y a toujours cette espèce d'impression comme ça qu'il y a quelque chose d'énorme, mais qui vous échappe. Et que toute cette construction est faite pour un spectateur qui est vous. Et il y a cette dimension un peu que finalement on sent bien qu'il y a des choses qui sont en fragilité dans la structure politique. On pense qu'il y a un édifice qui pourrait s'effondrer et pourtant il n'est pas forcément à prendre. Oui, mais alors ça c'est c'est un drôle de sentiment et c'est quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire que vous allez comprendre à quel point je suis une grande journaliste politique. C'est que je crois que c'était 1 an avant la chute du mur de Berlin, avec 2 amis, on décide d'acheter une voiture d'occasion et de faire le tour des pays de l'Est. Et donc nous voilà partis, on tourne, je travaillais déjà à Libération, on avait pris 3 mois, donc on fait tout ce tour, etc. On revient, et mon premier commentaire est extraordinaire, bon, tout ce que vous voulez, et en tout cas, le mur n'est pas prêt de tomber. Et c'est vrai que je l'ai vu de multiples fois. Alors, le mur est bien tombé l'année suivante, je vous rassure. Et le journaliste qui dirigeait le service étranger de Libération à l'époque avait été correspondant pour le journal pendant très longtemps en Pologne et précisément dans tous les pays de l'Est. Et donc, les écrans de télévision étaient allumés. On voyait, vous connaissez ces images par cœur, des jeunes gens à califourchon sur le mur en train de tourner leur chemise en l'air en disant « ça y est, on est libre », etc., etc. Le type s'appelait Dominique, on disait « regarde Dominique, le mur tombe », il disait « non ». Le mur ne tombe pas. Et c'est vrai qu'on a des constructions mentales telles qu'on a beaucoup de mal à voir l'effondrement d'un monde. C'était exactement la même chose lorsque Mobutu, donc ce dictateur africain, est tombé. Le journaliste qui couvrait l'Afrique depuis tant d'années et pour lequel Mobutu était son meilleur ennemi, si j'ose dire, en tout cas ce dictateur avec lequel il ferraillait par papier interposé depuis tellement de temps, il est tombé, il était orphelin. Il se disait, ben, ça y est, j'étais Mobutuologue, et maintenant, qu'est-ce que je suis? Et c'est vrai que si l'Empire marseillais tombe, je pense que vous allez être une bande d'orphelins. Donc, d'abord, je ne sais pas s'il faut vous le souhaiter, mais il y a dans les constructions de ces citadelles comme ça qu'on a en face de soi, on dit c'est terrible, rien ne le fera tomber, c'est pas possible. On a pensé ça récemment du PS, souvenez-vous, des Républicains, n'en parlons pas. Donc tous ces partis-là qu'on voyait, jamais ça tombera, que c'est horrible, on va encore se taper Hollande-Sarkozy au 2e tour, etc. Marseille au Parti socialiste, oui. vraiment, oui. vous voulez vraiment braquer toute la salle. Je vous jure, j'ai pas fait exprès.
Ouais, j'étais sûre que je ferais une gaffe, de toute façon. Ici, j'ai dû déjà en faire 10, je m'en suis même pas rendu compte. C'est intéressant de voir aussi comment est-ce qu'on traite un rapport à la politique peut-être différemment, un regard qu'on a quand on est journaliste qui fait aussi de la politique, même si ce n'est pas votre spécialité première. Vous êt allé en France, pour le Quai d'Ouistreham, vous êtes frotté de politique. Là, en ce moment, vous traitez la campagne de François Ruffin à Amiens. Justement, est-ce que vous avez le sentiment d'une grande différence quand on aborde la politique marseillaise que quand on aborde la politique à Amiens, à Lyon ou à Paris, en tant que journaliste? Non, une chose dont je me rends compte, je travaillais très peu sur la politique. Quand j'ai travaillé à Libération pendant longtemps, j'ai pas du tout traité de politique. Et en fait, c'est l'étendard du monde, la politique. Et donc, beaucoup de lecteurs du monde achètent le journal pour la politique. C'est vraiment j'allais dire, la tête de gondole, ouais, d'une certaine façon. Et du coup, ils m'ont mis, comme tout le monde, c'est des élections, vas-y, fais-nous des reportages, etc. Au début, j'y allais un peu les pieds en dedans. Et en fait, les salauds, j'y ai pris goût. Donc j'espère que ça va être pareil à Marseille, sur la ville, pas sur la politique. Et donc je me suis un peu forcée. Et en fait, au fur et à mesure d'y travailler, je me rends compte à quel point chaque ville, j'aime pas le mot de territoire, mais il y a quand même un peu de ça, a sa relation à la politique. Et on a l'impression qu'on dit très souvent la France vote ceci, la France vote cela, en France... il y a une manière de faire de la politique, mais en fait, ces manières sont très localisées. Dans le Nord, il y a une façon de faire de la politique qui est du Nord, dans le Sud, qui est du Sud. Comment est-ce qu'on pourrait la caractériser, justement? Est-ce qu'il y a un sentiment qu'il y a une particularité, par exemple dans le Nord, quand vous parlez du Nord tout à l'heure, sur quoi repose le regard qu'on peut poser sur la politique par rapport au Sud? Je ne sais pas si c'est dans le Sud que certaines villes particulières, avec leur identité. Je pense que dans le Nord, qui étaient des gros bastions industriels avec des grands empires qui avaient une politique patronale très paternaliste, donc on rentrait dans une usine, on y travaillait, mais aussi les filles allaient à l'école des filles de l'entreprise, on était logés dans des corons ou dans des habitations faites par ces grands patrons qui avaient intérêt, c'était leur intérêt d'avoir les ouvriers à portée de main, donc ils les logeaient à côté, l'hôpital était de l'usine, c'était une vie, j'allais dire, de la naissance au cimetière, la maternité était de la même façon, etc. Donc c'était vraiment des vies modelées, faites, prises en charge par des patrons, des entreprises. Et quand les empires industriels se sont écroulés à partir des années 70 et que des villes entières se sont arrêtées, alors c'était très spectaculaire parce que les gens vous en parlent en disant la première chose qui les frappait, c'est que donc l'usine s'arrête. Tous les matins, les gens allaient au boulot, repartaient. Donc, un village, une usine, les gens traversent la rue et vont tous à l'usine. Les nuits sont noires, les rues sont noires de monde. Il y a les sirènes, tout ça. La vie est rythmée par ça. Et tout à coup, d'un coup, ça s'arrête. Donc, plus personne dans la rue, plus de bruit, le silence. Les associations, la fanfare, les associations sportives, tout s'arrête. On n'a plus goût à rien. Une espèce de dépression collective. Chaque bout de trottoir est cultivé pour y mettre 3 carottes parce qu'on n'a plus rien à manger. Donc il y a vraiment cette espèce de traumatisme collectif. Et les politiques, et là j'y viens, se mettent à la place du patron et estiment qu'il faut donner à leur tour, recréer cette vie-là et donner, donc d'où la naissance d'un espèce de clientélisme politique, sous cette forme-là, donner un logement, donner un travail, donner la place à l'école dans le collège qu'on veut, etc. Et donc, ils se mettent place pour place comme ça. Mais simplement, la différence entre l'usine et la politique, c'est qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Et donc, les logements sociaux, ils sont limités. Les places à l'école, les places à la mairie, les places dans les structures publiques, elles sont limitées. Et donc, se crée un réseau qui fait que, finalement, les gens deviennent dépendants de la politique comme ils l'ont été de leur entreprise. Et évidemment, l'État, comme les entreprises, arrivent aujourd'hui à bout de souffle. Et donc, non seulement il n'y en avait pas pour tout le monde, mais il n'y en a plus du tout. Et donc, on arrive au premier crash public, donc à des mairies qui licencient, à des hôpitaux qui licencient, à des... Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est là où on en est dans ces structures-là. Mais d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans vos travaux, à la fois dans le Quai d'Ouistreham et en France, c'est
travailler sur ces petits effondrements, ces crashs dont vous parlez. Hein. C'est ça Ouais. qui vous intéresse Oui, aussi. ou ces reconstructions d'ailleurs. Et donc, qui sont souvent anticipent des reconstructions. Mais c'est vrai que la politique du Nord, elle est pétrie de ça. Et, donc, et c'est très particulier de cette culture ouvrière du Nord, etc., etc. À Marseille, je vous le dirai l'année prochaine. Mais C'est la même chose. On entend une voix qui dit c'est la même chose à Marseille. c'est pas. Alors, mais c'est vrai qu'on a souvent dit que les deux, le Sud et le Nord, enfin le Sud-Est et le Nord étaient un peu en miroir de ce point de vue-là. C'est vrai. Or, la politique est très différente à Paris, très différente dans le centre, très différente dans le Sud-Ouest. Je crois que c'est intéressant aussi de dire qu'il y a aussi un regard sur la politique qui est différent, posé de manière différente en fonction du niveau de pauvreté qui existe dans un espace, tout simplement. On ne traite pas une ville riche comme on traite une ville pauvre. Bruno Boudjelal, quand vous avez discuté avec Florence Aubenas de ce projet, il a été question de faire éventuellement un projet qui avait une dimension politique. Est-ce que c'était quelque chose qui pour vous était naturel ou au contraire, beaucoup de photographes ou en tout cas d'artistes en général ont un rapport très ambivalent à la politique. Des fois, ils ont l'impression que la politique, c'est comme le photoreportage dont vous parliez. On souhaite s'en éloigner, on souhaite la tenir à distance. Non, moi je pense pas. Je pense après, bon, c'est un lieu commun, mais je pense tout est politique. Voilà, n'importe quel travail, n'importe quel travail. Je comprends qu'ils se disputent, hein, Echnoz. Mais ça c'est commence. Ça qui est intéressant. Non, non, je pense ça, quoi. Non, ni plus ni moins, quoi. Je pense. Ça va barder. Hein. Non, on va pas se fâcher. Je le tiens, mon sujet. Voilà, le sujet, c'est comment se fâcher avec Bruno. Comment Boudjelal. je me suis disputé avec Bruno Boudjelal. Ah, je m'en un fais. bon sujet. Un bon sujet. Non, parce que je pense à ça aussi parce qu'il y a un autre qui est presque comme un lieu commun. On en a fait un chapitre, mais ça se discuterait d'une certaine manière. Il y a un énorme lieu commun vis-à-vis de Marseille, en même temps quelque chose qui revient dans les conversations pour les gens qui sont extérieurs, et qui vous concerne en partie, on va dire à moitié. C'est ce qu'on se disait sur Marseille comme une ville arabe. Marseille comme une ville qui a une identité, dont une partie de son identité est une identité arabe. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a frappé? Qu'est-ce que ça vous a inspiré dans votre regard de photographe, dans la proximité que vous pouvez trouver ou pas avec Alger, par exemple? Je sais pas. Ville arabe ou ville d'arabe, je sais pas trop. En tout cas, moi, dans ma quête identitaire particulièrement intéressant en 2013, quand j'étais dans cette quête, la quête identitaire est venue frapper à la porte un matin. J'étais en résidence à la Friche, à la Belle de Mai, et des messieurs qui semblaient être là-bas, qui ont frappé à la porte, m'ont fait une clé au bras et m'ont collé la tête contre le papier peint. Il s'avérait qu'au-dessus de moi résidaient, dans le cadre de Marseille 2013, il y avait des prisonniers qui étaient en semi-liberté, qui venaient faire une représentation et qui dormaient là, et un était parti. Et donc, eux, ils sont venus me voir en me disant, voilà, moi, j'arrivais pas à parler, j'étais contre le papier peint. Ils me disaient, mais toi qui t'es, c'est toi? Je dis, non, moi, je suis un artiste. Il dit, non, toi, t'es un arabe. Je dis, non, mais je suis un grand photographe. Résident, un grand photographe. Il dit, non, fais bien. Donc, sans rien me demander, moi, j'avais toujours le nez contre le papier peint. Ils sont partis me fouiller mes papiers, tout ça et tout. Ils disent, oui, c'est toi, Bruno Boudjelal. On te dit, t'es un arabe. Je dis, non, mais moi, je suis français, je suis là en résidence. Et une amie qui résidait dans le même appartement sort à ce moment-là par le bruit. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-le tranquille. C'est un artiste. Finalement, quelqu'un de la Friche vient. Ils s'aperçoivent de leur méprise que finalement... je suis un artiste français en résidence, que je n'étais pas un arabe. Mon ami leur dit même, mais quand même, vous pourriez vous excuser de l'avoir traité comme ça. Il dit, écoutez, madame, hein, déjà on ne l'embarque pas, c'est pas mal. Au revoir. Bon, alors sur ce regard, Florence Aubenas, Marseille, ville arabe, pour vous, c'est peut-être une de la palissade un peu de cette ville, en fait. Est-ce que ça nous dit quelque chose de Marseille, dans le regard qu'on peut avoir quand vous êtes venu, quoi, une dizaine, une vingtaine de fois à Marseille, dans des temps très courts? Vingtaine de fois, vous êtes fou. Même pas? 4 fois. 4 fois. Moi, j'avais surestimé. Oui, 4 portefeuilles alors, piqués. 4... À Paris, 5. Hein. Ouais, voilà. Non, c'est vrai que ici, comme dans beaucoup de grandes villes françaises, se pose une question, dès lors qu'on parle de ville arabe, identité arabe, etc., se pose une question qui fait détourner les yeux en France. C'est évidemment la deuxième langue parlée en France est l'arabe.
Donc bien au-delà de l'alsacien, bien au-delà du basque, bien au-delà du breton. La deuxième langue parlée en France, c'est bien l'arabe. Et donc pardon ? Non, l'histoire de patois est une longue. On pourrait rentrer dans un long tunnel de qu'est-ce qui est. Est-ce que le Darija est un patois, pas un patois, etc. Donc, en effet, quand la France a dû ratifier la charte des langues régionales, la charte européenne des langues régionales. Exactement. L'arabe Darija, marocain Darija ou parlé algérien, était mentionné parmi ces langues, puisqu'elles sont en effet non pas l'arabe littéraire, l'arabe écrit, l'arabe qu'on apprend dans les grandes universités, mais cet arabe, alors de la rue, je ne sais pas comment on peut dire, mais dialectal, mais qui est celui majoritairement parlé en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. Et, et donc l'arabe était dans ces langues-là. Et évidemment, la charte n'a jamais été ratifiée. La raison était que cette charte devait mettre dans tout un tas de signalétiques, par exemple en Bretagne, en 2 langues, comme vous le voyez, en Corse, en 2 langues, etc. Où est-ce qu'on mettait l'arabe dialectal? Est-ce qu'on le mettait dans toute la France? Seulement à Marseille? Seulement à Paris? Seulement où? Partout. Donc, ça devait être signé sous la présidence de François Hollande, juste là. Ça n'a pas été le cas. Donc ça, c'est la première des choses. Donc il y a eu cette espèce de difficulté à se dire, c'est bien la deuxième langue parlée, mais qu'est-ce qu'on en fait? Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? La deuxième chose, c'est la deuxième langue parlée. En revanche, je pense qu'après au collège et lycée, de tête, 12 000 collégiens et lycéens apprennent l'arabe. Ce qui est très faible. Ce qui est moins que le chinois. Hein. Donc le chinois, ça doit être 25 000. Donc très peu de gens apprennent l'arabe. Alors si par exemple je suis anglaise et je parle à mon enfant chez moi anglais, la maîtresse va me dire formidable, il sera bilingue. Je suis arabe, je parle mon enfant arabe, elle va me dire attention, il n'aura pas les acquis fondamentaux de français. Donc ça n'est pas une chance, c'est une malchance. Donc c'est la deuxième des choses. Et les parents, et là on arrive à quelque chose d'incroyable, les parents donc arabophones, Darija, etc., l'ont tellement intégré que même quand certains professeurs leur disent « Écoutez, on va créer une section arabe, première langue au collège, je sais que vous le parlez à la maison, etc. Voulez-vous y inscrire votre enfant? Ça lui fera, il est bilingue, ça lui permettra de valoriser des acquis à la maison. » Pas question. Il a le droit à l'anglais comme tout le monde. Et alors pourquoi? Parce que il va être stigmatisé s'il parle arabe. Si on le met dans un lycée où il y a arabe première langue, il y aura toute la racaille, etc., etc. Et donc, on se heurte à une langue, à une identité arabe, la langue comme un des vecteurs d'identité, qui est plus que jamais comme une sorte de repoussoir. Et c'est vrai qu'on touche là, ici, quand on dit Marseille, ville arabe, c'est un concept difficile à manier, parce qu'on se rend compte à quel point, j'allais dire, je ne sais pas comment, voilà, quand on dit ça, est-ce qu'on dit soi-même, on est là entre nous, je vois très bien dans quel sens vous me posez la question, on se rend compte aussi dans quel sens elle peut être retournée si vous étiez un interlocuteur d'un parti d'extrême droite, si vous étiez, alors Marseille, ville arabe. Bien sûr, mais tout est dans voilà. le temps. Oui, mais c'est... Peut-être qu'il faudra le reformuler aussi sur Marseille comme ville du multiculturalisme, un autre terme très ambivalent en France. Voilà. Et donc, on se rend compte là qu'on serait à la frontière luxembourgeoise. Hein. On dirait, voilà, alors, Metz, ville luxembourgeoise, vous êtes... on dirait, ah oui, c'est super, on est transfrontalier. Alors, presque en Suisse, ici. Alors, oui, bon. Et là... à chaque fois, le terme, ici à Marseille en particulier, parce que très souvent, on compare, en effet, et Bruno le faisait, c'est une des choses, quand on a traversé certains quartiers, c'est vrai que c'est très... Moi, je connais très bien Alger, j'y suis allée, alors là, pour le coup, bien plus qu'à Marseille.
c'est vraiment jusqu'à l'odeur, c'est Alger. Et quand on dit ça, c'est à la fois on est soi-même embarrassé. Et c'est idiot. Et j'aimerais tellement que cette question puisse être posée de façon simple, naturelle, et qu'on puisse dire tranquillement. Et pourquoi vous n'inscrivez pas votre fille en arabe première langue? Bien sûr. Bruno, sur cette question, une réponse? Non, c'est ce que dit Florence est juste. Hein. Dans ces déambulations, ou même quand on y va, moi aussi après la proximité, hein, je peux souvent aller me promener à Belzins. J'ai mes cousins en Algérie qui sont, on appelle ça des trabendistes. Vous savez, ils font le trabendo. Eux, ils ont réussi. Maintenant, ils font le trabendo avec la Chine. Mais il y en a d'autres qui ont moins réussi et continuent à faire les navettes régulières entre Alger, Marseille. Et c'est souvent que je vais à Belzins, on m'appelle. Et évidemment, ils sont là. Donc, il y a effectivement, il y a ce lien. Hein, il y a un lien qui est très fort, qui est très présent. Mais après... Là, on voit sur votre travail. C'est-à-dire que Marseille, c'est la ville aussi de la circulation, finalement. Hein, c'est une ville de circulation, si on parle de vos cousins qui font le trabendo. Je suis pas sûr que ça circule tant que ça. Enfin, oui, ça circule. Ça circule dans un cadre très précis. C'est des histoires de business. Mes cousins qui faisaient du trabendo pendant le terrorisme, tout le monde, une grande partie, tout le monde voulait partir d'Algérie, plein de jeunes et tout. Eux me disaient, ils avaient toujours cette possibilité. Ils avaient les visas pour la France. Pour venir, pour circuler. Mais je lui dis, mais comment vous faites pour avoir les visas? Il me dit, écoute, nous, visa multi-entrée, 6 mois, c'est à l'époque 30 000 francs. Voilà. Donc, eux avaient trouvé le moyen. Mais sinon, effectivement, c'était la circulation. Je ne suis pas sûr. Et même la circulation autour de Marseille. Effectivement, on va avoir cette idée, Marseille, c'est très mélangé, tout ça. Est-ce que ça circule tant que ça? Je ne suis pas si... Ça fera sûrement l'objet d'un commentaire ou de questions. Mais je pense qu'on peut dire, quand on parle de cette question, on voit bien une question de sensibilité, une question politiquement inflammable. On ne le voit pas seulement, bien sûr pas seulement à Marseille, dans tout le reste de la France, que Marseille a cette particularité d'être cette ville extrêmement mélangée dans les faits. En tout cas, mélangée, elle est une des villes les plus pluriculturelles de France. Elle est aussi la ville des fractures françaises, fractures sociales, fractures spatiales, des fois. C'est pour ça que je parle de circulation. Et peut-être que vous avez une difficulté à acquiescer sur la circulation, parce qu'il y a aussi une question de comment les espaces s'organisent à Marseille. C'est un autre chapitre du livre qu'on aurait pu Je suis déjà perdu, écrire. Hein, vous êtes déjà perdu dans les espaces de Marseille. Alors ça nous mène un peu, non pas vers la fin de la discussion, mais en tout cas vers la fin de notre roman temporaire, enfin ce roman qui ouvrira un travail que vous allez faire l'année prochaine. Et c'était la question qu'on voulait se poser. Et Marseille demain, qu'est-ce qui va se passer demain à Marseille pour vous tous les deux? Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça, ces premières impressions ambivalentes, difficiles, à la fois séduites, à la fois des fois produits de rejet ou de peut-être pas de peur, mais en tout cas de sentiment d'être à l'extérieur d'une fête où on n'arrive pas à rentrer, hein? Qu'est-ce que vous comptez faire de cela qui permettrait ensuite d'ouvrir la discussion avec le public? Florence. Alors, mauvaise nouvelle pour vous, je vais venir y passer quelque temps. Donc ça, c'est la première des choses. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis un peu piquée à l'histoire. Donc je me suis dit, après tout, il n'y a pas de raison que je n'y travaille pas. Mais maintenant, j'en blague, mais je crois que c'est la ville de France où j'ai presque le moins été. Enfin, je veux dire, je suis presque jamais venue à Marseille, alors que j'ai vraiment beaucoup circulé en France. Donc voilà, maintenant je suis intriguée. Je suis passée à la phase 2. Donc on va venir, enfin moi en tout cas je vais venir m'y installer. Donc j'ai pris des congés l'année prochaine pour le faire. Et j'en suis ravie. Et donc voilà, donc vous allez me voir circuler ici. Enfin, Dieu merci, Marseille est grande, donc vous ne tomberez pas sur moi à chaque coin de rue, je vous rassure. Mais surtout, ils pourront venir vous expliquer pourquoi à Marseille, il y a des choses des regards à les creuser. Donc c'est presque une invitation au public hein, d'aller vous voir. C'est pour qu'on reste quelques heures ensuite, déjà, pour commencer. Bruno. Oui, non, mais cela dit, c'est vrai. Ah oui, bien sûr, c'est l'occasion. Marseille, c'est avant tout des gens, bien sûr. Donc c'est ces gens qui vous font découvrir une ville. Cela dit, je vous raconte une anecdote. Je résiste pas, ça n'a absolument rien à voir. Mais on a eu l'esprit d'escalier. Oui, c'est exactement l'esprit d'escalier. C'est pour Le Monde, justement, il m'avait demandé de suivre pendant un moment la campagne d'Emmanuel Macron. Et donc, c'était à Nice. J'adore Nice. Pourquoi pas Nice? Non, mais décidément, en plus, vous aimez toutes les villes concurrentes de Marseille. Oui, c'est ça. Et donc, me voilà à Nice.
Et donc, les types distribuent les tracts de Macron sur le marché, etc. Et se disent, oh, on va faire un truc génial. C'est pour ça que j'y pense. On va faire un truc génial. On va mettre un tableau, puis les gens vont venir mettre des post-it. Et sur les post-it, on mettra les suggestions qu'on a à Emmanuel Macron. Et donc, j'y pense, puisque tu me dis, voilà, on va mettre les suggestions. Et alors, donc, ils mettent ça. Alors, ils continuent à distribuer les tracts, etc. Et donc là, puis il y avait des dames, des messieurs. Enfin, c'était un marché, quoi. C'était pas, on n'était pas là dans une boîte de nuit pour teenagers. Ouais. Donc, à la fin, ils prennent le tableau. Voyons ce que les électeurs nous suggèrent. Ils prennent le panneau et tous les gens qui étaient là, ils commencent à décoller les post-it. C'est Emmanuel, je t'aime. Emmanuel, je voudrais passer la nuit avec toi. Emmanuel. Et donc, il y avait une espèce de panique à bord, d'autant que on était, vous voyez, c'était il y a un petit moment, je ne sais pas si ce sera encore ça maintenant, hein, mais en tout cas, c'était genre en février ou en fin janvier. Et donc, bon, il y a la journaliste qui est là. Essaie d'en trouver un où il y a une proposition concrète. Alors, il y avait des propositions concrètes, mais c'était genre à 15h, à tel endroit, enfin bon. C'était, et donc, il y avait ce grand tableau. Alors, il dit, bon, demain, on fera encore un tractage, mais on va pas mettre le panneau parce que, franchement, les gens jouent pas le jeu et c'est vraiment moche. On dit que l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et un peuple. En l'occurrence, Emmanuel Macron je vous dis, encore une fois, je demande à ce qu'on remette le tableau maintenant. Hein. Donc voilà, donc c'est la rencontre entre une femme et une ville. Donc on va mettre un tableau. Oui, ça va. Pour les messages, ça va être rentre chez toi, rentre à Paris. Les messages à Florence Aubenas. Voilà, absolument. Peut-être des rendez-vous à 15h. Non. Bruno, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans ces prochains mois? Comment est-ce que vous allez faire pour organiser ce travail avec Florence sur Marseille? Vous comptez aussi vous installer, faire des allers-retours? Vous êtes un homme de circulation, d'une certaine manière. Peut-être l'installation, c'est pas trop votre... Surtout si je veux pas divorcer, je pense que je vais rester dans la circulation. Et non, on va circuler ici, on va continuer de marcher. On va continuer de marcher. Il paraît que la marche, c'est très à la mode en ce moment, politiquement. On va continuer de marcher. Rendez-vous presque dans un an pour la prochaine édition du festival Oh les Beaux Jours, où on pourra faire le point sur comment Florence Aubenas et Bruno Boutjelal ont évolué dans leur regard sur Marseille. On ramasse les copies, oui. On ramasse les copies, exactement. On ramasse le tableau de post-it. Et après, je pense que c'est un excellent test. Tout ce séjour, ce projet marseillais, notre amitié résiste à cela. Ah oui, parce que c'est ça. C'est donc ce grand mystère de pourquoi est-ce que Bruno Boutjelal se fâche avec tous les gens avec qui il travaille sur Marseille. Exclusivement, bien sûr. Pas que Marseille. Pas que, d'accord, il se fâche avec tout le monde, donc là, c'est pas grave. Alors, on est rentré maintenant peut-être dans le deuxième temps un peu, qui est un temps de questions. Alors, ce que je demanderais juste pour qu'on puisse avoir une circulation des questions, parce que j'imagine que beaucoup de questions se posent, c'est essayons de faire des questions plutôt que des commentaires, parce qu'après, justement, Florence Aubenas sera là pour plusieurs mois, vous pourrez lui faire toute une série de commentaires, et vous pourrez même lui faire signer un livre, ou à Bruno Boutjelal, vous pourrez leur faire des commentaires sur ce que vous en pensez. Donc, essayons d'en rester aux questions, on en prend 2 ou 3, des questions à la suite. Et je vois des mains qui se lèvent, et à ce moment-là, madame d'abord. Ah oui, alors qui vous invite? C'est le festival, Oh les Beaux Jours. Le festival Oh les Beaux Jours. Et c'est une négociation avec votre journal, Le Monde, pour pouvoir aussi bien sûr, venir ici et en faire un projet. Voilà, absolument. Alors, une question de madame. Oui, alors c'est une question, je vais un peu la préparer avant. C'est sur la question en fait que vous avez abordée sur une ville arabe, une ville d'arabe. En fait, moi, ça me fait pas vraiment rire. Même si je sais que la salle a ri là-dessus, et que je considère aussi que ce que vous avez à voir là n'est pas la représentation en fait de Marseille. Elle n'est pas la représentativité de mon point de vue de Marseille. Je travaille dans les quartiers nord, et les quartiers nord ne viennent pas jusqu'ici, enfin en tout cas jusqu'au Mucem, alors que l'idée de départ était un musée de la Méditerranée et du peuple, en tout cas de la population marseillaise, en tout cas de proximité. C'est pas du tout ça qui se passe. En tout cas, même le Mucem, là où on est, en fait, il y a déjà un divorce par rapport à la population qu'elle est censée aussi servir. C'est un exemple parce qu'on est là maintenant. Sur la question de Marseille, la question que vous avez abordée et qui est aussi pour moi problématique, je ne vis pas depuis longtemps à Marseille, depuis 5 ans, mais j'ai beaucoup travaillé dans les quartiers prioritaires, les zones d'éducation prioritaire. Cette question, en fait, de la discrimination, du rapport à l'autre, de nos voisins on est en face de l'Algérie,
m'interpelle parce qu'elle est aussi constitutive à mon histoire personnelle. Et je me rends compte en fait qu'à Marseille, dans une ville que j'adore, alors là pour le coup je ne l'aimais pas, mais c'est aujourd'hui une ville que j'adore, je ne comprends pas que la question en fait du racisme soit évoquée toujours avec un voile pudique, qu'il y a un véritable clivage, il y a des territoires qui sont clivés. Allez à Bougainville à 9h du soir et vous verrez, vous serez obligé d'aller marcher jusqu'à la Savine, qui est la rénovation urbaine et Euroméditerranée. Quelle est votre question, madame? Parce qu'on voit le commentaire. Ma question, alors d'accord, mais tout ça c'est pour contextualiser je crois que c'est la question des fractures spatiales. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de, quand vous venez en fait sur Marseille, de vous poser à Marseille avec une représentation en fait parisienne de Marseille? Très bien. Première question, ça, une question un peu classique sur la représentation parisienne de Marseille. On va peut-être y répondre dans un instant. On va faire peut-être on va en prendre une deuxième question. Une deuxième question. Une main à gauche se lève et comme ça on fait trois questions comme ça. Bruno et Florence pourront y répondre en même temps. Bonjour, je ne sais pas si j'ai entendu la réponse à cette non, mais question. D'accord. Non, ma question c'était, d'abord merci, bonjour et tout ça. Du coup, je vais aller super vite pour vous demander à Mme Houbenin si elle avait eu d'autres idées après le quai de Ouistreham, si elle avait eu elle-même des idées ou si on lui avait proposé des idées peut-être affreuses de travestissement, entre guillemets, de vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Pour des travaux futurs. Et bienvenue à Marseille et merci pour ces compliments creux que vous faites de la ville en fait. Et en tant que Marseillais de souche, on est flattés. D'accord. Madame à droite, c'est une troisième question et puis après on va prendre des réponses. Madame, juste là. Le micro arrive, vous inquiétez pas, il circule, il faut juste le temps qu'on... Non, la question que je me pose, parce qu'on vous a vu tourner autour du pot Marseille là. Vous avez raconté des tas de choses intéressantes et puis on vous aime et puis bon voilà, si on est là c'est qu'on tenait à vous entendre. Mais moi j'ai eu l'impression que voilà, vous tourniez autour d'un pot et que ce pot c'est Marseille et que vous savez pas comment l'approcher, comment l'aborder. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est quand même que le problème, c'est peut-être que ça rejoint un peu ce que la question précédente. Il y a tout un imaginaire fabriqué sur Marseille par la littérature, le cinéma, la presse. Mais c'est une ville normale, tout simplement, Marseille. Et vous venez à Marseille chercher quelque chose qui n'existe pas, parce que c'est une ville normale qui, comme toutes les villes, a une histoire, une géographie, une identité de population qui est spécifique, mais c'est pareil à Tours, c'est pareil à Brest, c'est pareil à Forbach, dont on nous parle, etc., etc. Et j'ai l'impression que tout un imaginaire s'est construit sur Marseille et qu'on vient chercher à Marseille. Et puis on s'aperçoit mais qu'il n'y a rien à chercher à Marseille. Il y a des gens qui vivent ici, puis c'est tout, voilà. Merci de cette question, parce que je crois qu'en effet, c'est intéressant de voir les imaginaires qui sont générés par des villes. Mais Marseille est sûrement une ville normale, elle génère en tout cas un imaginaire tout à fait extraordinaire par rapport à d'autres villes. Je pense que Tours ne génère pas probablement le même imaginaire que Marseille. C'est tant mieux pour Marseille, d'une certaine manière. Alors on va essayer de répondre à ces trois questions. D'accord. Alors, sur ces trois questions, peut-être la question de la dame des fractures de Marseille. On a un peu commencé à en parler, fractures spatiales, fractures aussi ethnoculturelles, avec des mélanges insuffisants. La question ensuite du travestissement pour Florence Aubenin, et puis la question de Marseille, ville normale. Florence Aubenin d'abord, et puis après on circulera. Oui, bien sûr. Le fait que les villes soient cloisonnées, que les populations se croisent peu, c'est le propre... j'allais dire, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était le propre des grandes villes. Et en fait, on se rend compte que de plus en plus, les structures d'habitat commun, pour parler comme... fonctionnent tous comme ça. C'est-à-dire que, je m'explique, pendant longtemps, je pense que jusqu'au début des années 90, les grandes villes avaient un centre, il y avait autour une périphérie, et les deux se croisaient peu, ou en tout cas, il y avait des circulations compliquées entre les deux. Et aujourd'hui, même un village de 400 habitants a un centre et une périphérie exactement comme une grande ville, c'est-à-dire avec des gens venus s'agglomérer dans des zones pavillonnaires, mais y compris les tout petits villages dans la Haute-Marne, etc. Et que donc cette structure qui était pendant longtemps celle uniquement urbaine, alors qu'un petit village était censé être beaucoup plus homogène, beaucoup plus d'un seul tenant, d'un seul bloc, est aujourd'hui n'a plus rien à voir avec des nouvelles circulations, des gens qui s'installent hors des grandes villes pour diverses raisons
parfois de logements moins chers, de construction, de zones pavillonnaires, etc., etc. Et donc c'est vrai que ça, c'est assez surprenant. Et donc ce que vous décrivez avec des quartiers cloisonnés, que ce soit, on en parlait à propos de Ville-Arabe, mais ça peut être, là je parlais de ce village de la Haute-Marne, mais de n'importe où en France, à n'importe quel village, hameau en France est structuré comme ça aujourd'hui, avec ce centre plus ou moins délaissé par les commerçants ou pas d'ailleurs, mais enfin souvent. Et autour, les gens qui ont construit, qui sont venus, on dit d'ailleurs, et l'ailleurs étant généralement à 20 km. Et donc c'est assez frappant aujourd'hui, cette façon de fonctionner en France. Donc ça veut dire que c'est sur la question que posait la dame un peu ouvertement, qui est de dire est-ce que c'est pas un regard parisien sur Marseille de dire que là, enfin, le regard parisien sur Marseille, moi je le vois comme ce que dit Madame ici, c'est-à-dire c'est le regard de quelqu'un qui n'est pas de Marseille sur Marseille. Oui, certainement, ce regard d'ailleurs, je le revendique complètement. Je revendique d'être une poule mouillée à Marseille complètement. Alors là, j'aurais tort de dire l'inverse. Et je vous dis, cet imaginaire qui est celui qu'on a tous d'un pays, d'une ville ou de quelque chose qu'on ne connaît pas, on a tous une représentation de l'ailleurs. Pour moi, l'ailleurs, c'est Marseille. Et cet ailleurs-là, jusqu'à présent, pour dire les choses encore plus nettement que je ne l'ai dit jusque-là, je n'en avais pas envie. Donc pour moi, on est tous plus ou moins attirés. J'irais plutôt passer mes vacances en Finlande qu'au Portugal. Chacun a ses circulations, chacun a ses imaginaires. Voilà. Et donc pour moi, Marseille, c'était pas mon truc. Voilà, je le dis clairement comme ça. Et d'avoir été bousculé là-dedans, de se dire, allez, tant pis, j'y vais. On parlait de sauter de la falaise. Il y avait ce côté-là pour moi aussi. Et de me dire, eh ben, à force que ça me passe devant, cette fois-ci j'y vais, avec tout mon bagage, vous avez raison, avec tout ce que vous dites, madame, le folklore, la cuisine à l'ail, enfin tout ce qu'on veut, tout ce que je me trimballe, hein, ça c'est sûr. Bien sûr que je viens avec tout ça, et c'est ça qui me plaît. Et c'est ça qui me plaît, c'est de confronter ça à ce que je vais trouver. Une petite question. On va... Non, mais quand bien même ça en serait une, c'est de la stricte réalité. Un tout petit mot pour répondre à monsieur sur le travestissement. Est-ce qu'il y a un projet de travestissement? Est-ce qu'en venant à Marseille, vous allez vous déguiser en infirmière, en policière vous m'avez pas... Là, je suis hyper déguisée, là, déjà, non? Mais vous savez, le nombre de choses, de déguisements qu'on m'a proposé après Quai Ouistreham, c'était à peu près tout, quoi. Je me souviens, le premier, c'était un coup de fil. On m'a dit, j'ai une idée du tonnerre pour vous. C'est vous allez voir la vraie France, c'est tenir un camion à pizza. Alors bon, j'ai dit non, hein, je vous le dis tout de suite. Finalement, Marseille, c'est pas si mal. Il y a des camions à pizza, absolument. Je peux cumuler. Alors, Bruno Mudjelal, sur la question des fractures parisiennes, le regard d'ailleurs aussi sur Marseille, ville normale, ça c'est les dimensions que. Mais enfin, moi, je défends complètement cette subjectivité de l'ailleurs. Hein, même si ici, il m'a pu être envoyé, je suis longtemps venu, par exemple, souvent ici. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les quartiers nord et j'ai été souvent dans les quartiers nord. Et il y a une époque, j'allais souvent en voiture et beaucoup les gens, par exemple, du centre-ville de Marseille me disaient mais tu peux pas aller dans les quartiers nord. J'allais à Félix Piat, Castellane, Frévalon, me dire avec une voiture immatriculée parisienne c'est compliqué tout ça. Or moi elle me dit mais j'ai jamais eu de problème. Et un jour des jeunes à Frévalon, une des familles que je connaissais, un des jeunes était en bas et il me parlait de ça. Il me dit mais toi c'est pas pareil parce que ta voiture elle est du 9-3. Et ça, c'est des territoires qu'on connaît. On ne touche pas les voitures du 9-3. Donc, du coup, moi-même l'ailleurs, on m'a fait un lien. Eux ont fait un lien en disant, mais toi aussi, on n'a pas le même ailleurs, mais on est un ailleurs. Mais on sait très bien qu'à Paris, tu n'es pas du même ailleurs que Paris. C'est des ailleurs différents. Et finalement, bien qu'on ait des ailleurs en venant là, on se retrouve sur... voilà quoi. Alors, ce qu'il faudrait dire, finalement, c'est pas que Marseille est une ville normale, c'est qu'elle est aussi anormale que les autres. D'une certaine manière. Oui, je pense après peut-être il peut y avoir des choses plus accentuées, plus sensibles quoi. Moi après c'est subjectif. Non, je trouve que ça peut être dans beaucoup d'endroits, c'est évidemment dans beaucoup d'endroits en France, il y a ces tensions tout ça, mais je sais pas, je sens
je sens ça. Alors, je vous dis, hein, mais moi, j'ai pas de problème à dire que, ou même je me trompe et tout, mais j'aime bien me tromper et allons-y, quoi. Ok, alors on revendique une subjectivité. Alors une autre série de questions. Madame, monsieur à droite, madame au milieu. Le micro arrive. Ouais, j'ai vu monsieur à droite. Il y a deux Bonjour, monsieur. c'est une question pour monsieur Boudjelal. Oui. De quelle façon envisagez-vous de faire vos photographies lors de votre prochain séjour à Marseille? Je vous dis, hein, ça c'est lié à cette histoire algérienne. Moi, je suis toujours un peu dans cette même pratique de photographique pas du rien, mais moi, je suis lié à la circulation, de faire de la photographie. Personne ne sait. Dire que moi, je peux avoir des amis, même marseillais, qui viennent avec moi. Ce qui a pu arriver, ça n'a pas été le cas là, mais qui pour m'emmener beaucoup, aller à Marseille dans différents endroits. Et à la fin de la journée, ils peuvent me dire mais pourquoi tu n'as pas travaillé, tu n'as rien fait? Mais je leur dis mais si, j'ai fait des choses. J'ai dit juste parce que tu n'es pas attentif. Voilà, après c'est un peu la même. J'ai eu l'illusion quand j'ai fini le premier travail sur l'Algérie et que j'ai commencé la traversée de l'Afrique, j'ai eu l'illusion que je pourrais être dans une autre pratique de la photographie, une pratique plus affirmée, plus reconnaissable, tout ça et tout. J'ai vite compris. Alors là, c'était aussi lié au cadre que de traverser les grandes villes africaines, d'être à Lagos, à Cape Town. C'était très compliqué, ce qui ne voulait pas dire, surtout si on a une temporalité, c'est-à-dire que Marseille, il y a aussi la temporalité de, je vais y venir souvent, mais aussi quand même du passage et de circuler. C'est-à-dire, je pense que si vous décidez de vous installer à Belzins et de passer des mois, il va y avoir aussi, vous pourrez affirmer et des gens vont venir dire ah mais t'es photographe, bah, finalement viens faire tes photos. Moi, je ne suis pas sur ce temps-là. Il y a l'idée de circuler, de passer. Et donc, je pense formellement, on sera sur des images. Pour le moment, tout ce que j'ai pu faire, parce que j'ai déjà pas mal photographié Marseille, on était beaucoup en noir et blanc. On était beaucoup au format carré parce que j'arrivais plus à travailler avec un autre format. Maintenant, il y a plus de... Voilà, ça va bouger. Mais je pense... Enfin, je ne sais pas, il peut y avoir du film aussi. Il y a l'idée du film. Je fais des petits films. Deux questions de messieurs ici. J'aurais voulu savoir si ce travail va déboucher sur des séries d'articles, un livre. Est-ce que vous allez travailler tous les deux sur un projet commun? Parce que là, vous avez présenté un espèce de panorama, mais on ne voit pas bien sur quoi ça peut déboucher. Alors très bien, justement, c'est la question du mystère, justement, parce que c'est le dernier chapitre où on disait qu'est-ce que ça peut être Marseille, mais comme c'est un peu mystérieux, est-ce que vous pouvez répondre, est-ce que vous pouvez nous donner une piste sur à quoi ça va ressembler? Enfin, ce qui est intéressant, je pense, ce qui est intéressant dans la rencontre, c'est qu'on partage un peu avec vous ce qui ne se fait pas tout le temps dans le cadre de projets comme ça. Vous pouvez avoir des artistes à la fin qui disent voilà, on vous restitue ça et tout. Nous, on vous fait un peu part de nos doutes, de nos incertitudes, de nos désaccords, parce que tous les projets, tous les projets sont faits de ça, sauf que souvent, ça arrive, mais souvent, on n'a pas si souvent face à un auditoire des intervenants comme vous qui vont dire voilà, on ne sait pas trop, mais tout le monde connaît ça, sauf que souvent, on n'en parle pas. Et moi, je trouve... C'est typique le moment dont on ne parle jamais, le moment qu'on partage là avec vous. C'est-à-dire que vous allez prendre l'avion pour... Enfin, moi, je me rends compte dans mon travail. On me dit, voilà, tu vas partir faire un reportage, je ne sais pas où, en Syrie. Voilà. Et donc, vous êtes dans l'avion à l'aéroport. Et donc, là, la machine s'est mise à fonctionner dans votre cerveau. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais trouver là-bas? Alors, ce que je vais trouver là-bas, ça va de... Est-ce que je vais réussir à trouver une pile électrique pour faire marcher ça? Est-ce que je vais avoir une sécurité qui tient? Est-ce que je vais trouver un sujet à faire? Est-ce que voilà. Donc ça va de la petite vie quotidienne à je suis là quand même pour rendre compte, en tout cas quand on est comme journaliste, d'une actualité, ici pour rendre compte d'un projet que je prends extrêmement au sérieux. C'est-à-dire que si c'était pas sérieux, si c'était pas entre guillemets pour de vrai, je viendrais pas. Moi ça m'intéresse pas les trucs pour jouer. Donc moi c'est vraiment quand je dis je viens à Marseille, je vais faire quelque chose, j'y crois à fond. Alors après on peut se tromper, on peut se planter, voilà. Mais on est à ce moment-là où on se dit j'y crois à fond, je pense des tas de choses sans doute fausses et on en rira l'année prochaine.
mais c'est ce moment-là où on ne sait pas trop et où on est un peu ridicule. Voilà. Et ça je pense que c'est aussi ce moment-là qu'il faut assumer maintenant. Et l'idée de cette discussion, c'était celle-là. C'était de montrer ce moment où d'habitude, on se cache. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, de montrer ce moment qui est un moment aussi de faiblesse, entre guillemets, Bien sûr, bien sûr. Le moment Où on se dit, je vais faire ça et en fait, on ne fera jamais ça. Je vais faire tel sujet et non, je ne vais pas faire tel sujet. Et où on tâtonne, on ne sait pas. Et je vous dis, d'habitude, là, on tire le rideau, là. Bruno? Ben non, n'ayons pas peur du ridicule. N'ayons pas peur du ridicule. Monsieur avait une autre question. Et madame, après. Oui, c'était pour... je voudrais parler un peu des clichés concernant la présence arabe à Marseille. Parce que finalement, quand on parle présence arabe à Marseille, c'est les quartiers nord, c'est le trafic de drogue. Mais on a tendance à oublier que la présence arabe à Marseille est beaucoup plus ancienne que ça. Et donc, on a des gens qui sont d'origine arabe, qui sont depuis plusieurs générations à Marseille. Et moi, je suis médecin universitaire. J'ai travaillé à Paris, à Nantes et à Marseille, donc. Et j'ai vu à Marseille des choses que j'ai jamais vues dans aucun autre hôpital, c'est-à-dire des collègues professeurs des universités arabes, des médecins, des chercheurs, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à sous-estimer. On a aussi tendance à sous-estimer les mouvements qui se font, c'est-à-dire que les gens, il y en a beaucoup qui quittent, qui sortent des quartiers nord. Nous, on habite le centre-ville à côté de l'Opéra. Et il y a une famille d'origine tunisienne qui a emménagé il y a 1 an dans notre immeuble pour s'échapper d'une certaine façon. Alors si je pense que juste sur le choix des langues, il faudrait quand même rappeler, il y a une étude de l'INSEE dont on n'a absolument pas parlé dans les journaux ni dans le monde sur le succès scolaire chez les enfants de familles d'origine immigrée, et qui a montré que le bagage culturel de la famille conditionnait le succès scolaire et que parler français à la maison conditionnait aussi les succès scolaires. Et là, il y a aussi une fracture à Marseille, moi on peut les voir dans la rue, entre les parents qui parlent arabe à leurs enfants et les parents qui parlent français à leurs enfants aussi. Merci pour ce commentaire, madame. Peut-être une question, essayons de les formuler en question, même si c'est très intéressant. Peut-être rappeler en attendant aussi qu'une des raisons pour lesquelles la France n'a pas signé la Charte européenne des droits de l'homme, c'est qu'il y a l'article 2 de la Constitution qui dit le français est la langue de la République, ce qui rend très difficile constitutionnellement de reconnaître les langues régionales. Voilà, ça c'est un détail. Oui. Voilà. Au début, vous avez qualifié la ville comme hermétique et incompréhensible. Pour moi. Voilà. Est-ce que vous pouvez approfondir? Parce qu'il y a eu peu de choses concrètes. Vous avez tourné un peu autour du pot. Moi, j'ai aussi un regard parce que je suis d'origine bulgare. Mais enfin, j'ai un peu le ressenti de ces 2 adjectifs. Je les répète, hermétique, incompréhensible. Donc voilà, je voulais juste que vous approfondissiez. Merci. Oui, alors c'est vrai que je tourne autour du pot pour la raison très simple qu'en effet... on est à ce moment-là où je ne connais pas Marseille. J'y ai passé une semaine. J'aurais du mal à dire que je vais vous raconter la ville. Hein. Donc ça ne me serait pas possible. Donc moi, la raison, tout ce que je peux vous raconter, c'est la raison pour laquelle je ne la connais pas. Et non pas ce que je connais à Marseille, c'est-à-dire rien. Ça vous avance pas grand-chose. Mais c'est exactement le moment où j'en suis. Donc voilà. Et pour moi, elle est hermétique, incompréhensible, parce que dans l'idée que je m'en fais, les codes, la façon de fonctionner, la manière d'être, pour moi, ne m'évoquent rien, si vous voulez. Il y a des tas de régions en France où je vous dis, j'ai l'impression, voilà, je m'installe à une terrasse de café, etc. À Marseille, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Mais je vous dis, encore une fois, je vous dis, c'est une impression. C'est une impression que pourquoi vous vous êtes installé, je sais pas, pourquoi vous allez quelque part et pas à un autre, parce que quelque chose vous y pousse, ou ailleurs, quelque chose vous y rejette. Voilà. Donc moi, c'est difficile de répondre très précisément et autrement que, voilà, ce pourquoi je ne suis pas venue, c'était ça. C'était que Marseille, c'était pas, dans mon idée, c'était pas pour moi. Voilà. Vous savez, des fois... quand on se dit telle personne, je ne vais pas la rencontrer, c'est pas pour moi. Vous voyez ce que je veux dire?
ben, c'était pas pour moi. Telle robe, c'est pas pour moi. Telle chose, c'est pas pour moi. Et ben, Marseille, non. Bon, on va voir. Peut-être Bruno, justement, sur le côté, parce qu'on ne s'est pas trop exprimé, vous n'êtes pas trop exprimé là-dessus, sur ce côté. Est-ce que pour vous, Marseille, c'est une ville hermétique ou difficile à comprendre, ou au contraire, vous avez le sentiment qu'elle vous est familière par rapport à ce que dit Florence Aubenas? Familière, c'est-à-dire pour moi, il y a quand même les premières fois, pas quand j'étais enfant, parce que j'étais dans une autre histoire, mais après, effectivement, moi, il y a quand même cette histoire de... Moi, il y a deux doubles choses, c'est-à-dire que moi, je viens d'un quartier, je suis en région parisienne, Seine-Saint-Denis, je viens d'un quartier, comme le processus de l'immigration, comme plein de gens, d'un quartier très difficile, Montfermeil, tout ça, c'est là où les émeutes sont parties en 2005. Et quand moi, je suis ici, ça me parle du quartier. Même quand je suis dans le centre-ville de Marseille, je ne sais pas pourquoi, j'entends les gens, je vois les gens, les attitudes. Ça me renvoie à ça. Et ça me renvoie aussi à l'Algérie. Donc il y a une double résonance qui me... Familiarité. Oui, de choses qui me renvoient dans l'attitude des gens. J'étais hier soir, je rentrais assez tard de la fête, pas de clôture, mais du festival. Et en rentrant, je voyais les gens, la position, la parole, même l'attitude des gens, ça me renvoie à plein de choses. Moi, ça me renvoie, alors je vous dis, j'assume ma subjectivité, ça me renvoie à mon quartier d'où je viens, ça me renvoie, j'étais à Alger il y a 10 jours, ça me renvoie à tout ça. On reprend des questions, madame. Ah oui, il y avait une question là. Monsieur qui avait levé la main, et puis madame. Oui, ma question, elle rebondit sur des choses que vous avez dites sur les discours, les mythologies, et puis le fait que vous aviez finalement peu de connaissances sur la ville. Vous allez naviguer entre deux types de discours. Il y a les imaginaires, les légendes, les discours structurés des hommes politiques, bon, tout un tas de choses dont j'espère que vous allez vous méfier. Je vous conseille de ne pas accepter d'invitation d'un homme politique, par exemple. Mais par ailleurs, il y a des discours qui sont beaucoup plus structurés et intéressants, qui sont ceux des sciences sociales. Et il y a pas mal de choses qui sont écrites sur Marseille ou qui peuvent vous aider. Et comment vous vous dépatouillez avec ça? Est-ce que vous avez besoin de connaissances historiques, sociologiques, économiques, géographiques? Comment vous allez apporter quelque chose qui ne soit pas ça, justement, parce que c'est tout l'intérêt de votre travail, mais qui ne soit pas contre ça non plus, parce que sinon, vous risquez d'être dans la stratosphère. Merci pour cette question. On va prendre peut-être deux questions pour finir, parce qu'on est à la fin de la session, madame. Oui. Moi, je voudrais savoir comment vous allez travailler ensemble. Vous avez parlé tout à l'heure, Florence Aubenas, de la question de l'ordinaire. Et c'est vrai que vous l'avez beaucoup exploré et que vous nous avez fait sentir que l'ordinaire, c'était l'exceptionnel aussi. C'est-à-dire comment ça bascule tout d'un coup. Et bon, ça, c'est le miracle de l'écriture. Mais là, vous êtes, et pour la photographie, c'est la même chose. Mais là, vous êtes deux. Il y a un homme, une femme, quelqu'un qui a l'air de connaître beaucoup mieux la ville que l'autre. Comment vous allez croiser vos interrogations, vos marches, vos ressentis aussi pour travailler? Merci pour cette question. Peut-être une dernière question, comme ça on répond, puis c'est terminé. Monsieur, puis comme ça on boucle, puisque le temps, malheureusement, s'interrompt. Moi, je vais faire vite, parce que vous avez... moi, je suis un Marseillais pur porc. Je viens à Marseille, clinique Bouchard. On ne peut pas être plus Marseillais que ça. J'ai travaillé à Marseille, j'ai travaillé 6 ans à Paris. Excusez-moi, je m'excuse, je me repens. Je vais me pendre, parce que c'est comme ça ici. Si on travaille à Paris, on est un traître. Et voilà, alors, Julien Assange, vous tracassez pas le cerveau, madame. Julien Assange disait que la Suède, c'est l'Arabie Saoudite. Marseille, c'est tout simplement une annexe du Vatican. Il ne vous fatigue pas. C'est presque comme les talibans, mais les femmes sont en short. L'habit ne fait pas la sœur, quoi. Bon, alors j'aurais posé une question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas tout uniformisé? On n'est pas tout uniformisé, tout n'est pas formaté. Marseille, Paris, à part votre fantasme de Cannes, nous aussi, j'aime Nice, parce que là-bas, les femmes, elles se promènent pas avec leur maman. Je ne vais pas en parler, parce qu'il y a des enfants de plus de 21 ans. Alors, je voudrais savoir si Paris, Marseille, est-ce que c'est pas tout pareil maintenant que c'est que des croque-morts, voilà. D'accord, merci. Alors, donc, ces 3 questions que je rappelle. La question de monsieur sur la documentation, comment est-ce qu'on se documente quand on prépare un projet comme celui-là, l'un et l'autre d'ailleurs. Deuxième question sur comment est-ce que vous allez travailler ensemble. Et puis enfin, finalement, on dit toutes ces légendes sur Marseille qui seraient tellement différentes. Est-ce que Marseille, Paris, tout ça, c'est pas la même chose? Florence Aubenas. Comment on va travailler ensemble? Comme journaliste, j'ai l'habitude
alors de moins en moins, mais j'avais l'habitude de partir avec des photographes et donc de travailler en tandem avec des photographes. Alors je dis j'avais parce que vous vous en rendez compte, la presse va assez mal. Et donc les premiers touchés ont été les photographes. Et donc on a continué longtemps à envoyer des reporters presse écrite, donc moi. Et de plus en plus souvent, je me retrouvais seule dans la voiture de location. Et donc c'est curieux d'ailleurs. Je m'en suis rendu compte un jour, comme ça, en louant une voiture. Et d'habitude, on met, quand on arrive à l'agence Avis, on dit alors vous êtes 2 conducteurs. Et bêtement, je réponds oui. Et en fait, je me tourne et il n'y avait personne. Et c'est à ces moments-là que vous vous rendez compte que vous êtes dans un secteur sacrément malmené. Et c'est vrai que pour moi, ça a été... Donc je pars presque plus jamais avec un photographe pour ces raisons économiques. Et c'est vrai que ça a été vraiment un deuil. Et recommencer à travailler à 2, donc, et avec une façon de faire différente, donc l'un un stylo, l'autre un appareil photo, et quelque chose d'extrêmement agréable, parce que vous confrontez sans cesse, vous nourrissez l'un de l'autre, etc. Et en réalité, on raconte, je m'en suis rendu compte en travaillant, beaucoup plus 2 histoires en parallèle. Très souvent, on a l'impression, quand on voit quelqu'un, ou quand on part avec un très jeune photographe, chaque personne que vous interviewez ou chaque scène à laquelle vous assistez, ce très jeune photographe ou cette très jeune photographe vous dit « Et lui, tu vas en parler dans le papier, il faut que je le photographie ». Et ça, c'est vraiment le débutant qui dit ça, c'est-à-dire qu'il pense qu'il va devoir illustrer ce que quelqu'un écrit. Or, évidemment, ça ne se passe pas comme ça, et j'espère que ça ne va pas se passer comme ça avant la dispute. C'est que moi, je vais raconter mon fil, qui sera exactement le même que le sien, mais en réalité en parallèle, ou en tout cas, ils vont se croiser de temps en temps, mais chacun va raconter plus ou moins la même histoire, je dis bien plus ou moins, mais avec plus ou moins la même histoire, mais avec deux façons de faire différentes. Et je vous dis, tantôt elles vont se croiser, mais pas toujours. Et ça, c'est vraiment passionnant de travailler comme ça. C'est un vrai plaisir. Et aujourd'hui encore, ça me manque. Demain, je repars en reportage ailleurs et je sais que je n'aurai pas de photographe et j'en suis bien triste. Et sur la question de la documentation, comment est-ce qu'on se prépare? Est-ce qu'on lit Gouverner Marseille? Est-ce qu'on lit les livres qui ont vraiment, très nombreux, qui ont été écrits par les sciences sociales sur Marseille? Alors maniaquement, j'ai tout acheté. La première fois, le premier jour presque où on est arrivé, on est allé dans une librairie, j'ai acheté 15 tonnes de bouquins, voilà, une pile qui est chez moi. À Paris. À Paris. Oui. Vous allez laisser à Paris, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce serait bête de laisser à Marseille. Et donc, que je n'ai pas ouvert. Donc, je pense qu'il faut avoir beaucoup de choses, les lire et les oublier. Donc, ça, c'est ma technique. Mais il faut beaucoup travailler. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il faut beaucoup travailler. C'est-à-dire, il ne faut pas tout lire parce que c'est bien évidemment impossible, mais ça m'est passé l'idée de dire j'arrive et ce regard tellement frais que je vais poser sur une ville va suffire pour éclairer tout le monde. Bécassine, c'est bien, mais si Bécassine a quelques notes sur son cahier, c'est mieux. Et comment est-ce que vous choisissez? Est-ce qu'il y en a qui choisiraient plutôt l'histoire, d'autres la sociologie, d'autres je sais pas moi, l'architecture? Est-ce qu'il y a des éléments que vous préférez? Les romans. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Je lis les romans, tout ce qui va, toute la fiction sur Marseille, tous les bouquins. Et plus. Vous pensez vous aussi que c'est la littérature qui dit la réalité? Moi, je pense ça, oui. Je ne devrais pas comme journaliste, évidemment. Non, vous n'êtes pas la seule. Mais en tout cas, elle en dit une bonne partie. Je regarde des films, donc tout ça. Et puis ensuite, je lis beaucoup d'études. Alors là, il y a des sites d'infos de chercheurs qui sont très bien faits, en effet. Kern, par exemple, où vous rentrez des moteurs de recherche de chercheurs en sciences sociales, etc., avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Donc plutôt comme ça. Donc, et puis j'achète beaucoup la presse locale en arrivant. C'est un de mes grands plaisirs. Donc voilà, j'essaye en tout cas de faire beaucoup. Et je vous dis, à un moment... J'arrête parce qu'à un moment, je suis noyée. Donc je sais plein de choses, j'ai lu plein de choses, etc. J'ai une espèce de saturation, j'arrive plus à rien digérer. Et là, ça décante. Voilà. Et là, j'arrête et puis voilà. Alors Bruno, sur la question de travailler ensemble, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Florence Aubenas? Finalement, chacun trace son fil et puis ils se rencontrent. Des fois, on raconte la même histoire différemment.
Oui, bien sûr. Après, moi, il y a bien longtemps que je travaille plus avec personne, et là, je trouve Et ça tant mieux. intéressant. Vous êtes fâché avec tout le Non, monde. je trouve ça intéressant. Non, c'est aussi à juste titre, ce qui explique Florence, le métier ou la profession qui a complètement évolué. Et je suis pas sûr dans le bon sens, mais voilà, c'est un peu l'état des choses. Et là, il y a longtemps que je travaille plus avec personne. Je suis très voilà, je suis content un peu de retrouver quelqu'un pour faire le chemin. Je suis content avec Florence, on se connaît depuis longtemps. Moi, il y a un lien fort avec Florence qui est bien longtemps, bien avant de l'avoir connue. C'est par rapport à ce qu'elle pouvait écrire sur l'Algérie dans les années très très compliquées. Parce que ce qui était bien, moi, la décennie noire, moi, du fait de ma double nationalité, j'ai pu travailler avec une grande partie des grandes plumes de la presse française, donc je veux débiner personne. Mais ce qui m'a beaucoup touché... Parce que vous êtes fâché avec eux, c'est pour ça. Non, déçu surtout. Non, c'est pas fâché là, c'est plus complètement déçu et une question de position. Mais ça peut être l'objet d'un autre débat. Mais moi, ce qui me touchait beaucoup, même avant de connaître Florence, c'est que de la manière dont elle racontait l'Algérie et même souvent de ces petites choses, tout ça. Et moi, je me reconnaissais. Je lui dis, elle parle de là où j'étais, de là où je vais aller. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché bien avant de la connaître et de commencer à se disputer. Et puis donc voilà, donc il y a du plaisir. Et ce qui est déjà, il y a du plaisir. Effectivement, c'est deux voix. Après, on peut voir ça. C'est une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est ça. C'est chacun sa musique. L'enjeu étant de savoir si évidemment, tout d'un coup, les deux musiques vont s'accorder et en jouer une autre. Où est-ce que ça se rejoint d'une certaine manière ? Voilà, c'est ça. Et peut-être la dernière question que posait le monsieur, notre vrai Marseillais, sur l'uniformisation. Est-ce que finalement, tout ce qu'on vient de dire pendant une heure, pourquoi Marseille c'est si hermétique, des fois incompréhensible ou différent ou proche, est-ce que finalement Marseille, Paris, Alger, tout ça c'est pareil, parce que c'est la modernité qui veut ça, qui veut que ces villes, en tout cas en France, même laissons de côté Alger, parlons plutôt des villes françaises se ressemblent de plus en plus. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, vous qui tous les deux traversez la France, avez traversé plein d'espaces, des circulants tous les deux, est-ce que vous avez ce sentiment que finalement la singularité de Marseille est très relative ? Moi, pas. Je fais beaucoup de France. Moi, je suis en résidence à Clermont-Ferrand depuis longtemps. Ça ne ressemble pas à Marseille. Non, pas vraiment. Et je trouve, par exemple, la langue qui est importante. Moi, j'étais il y a 10 jours à Alger. Et moi, il n'y a aucune ville en France où j'entends parler autant l'arabe. C'est ce que j'entends, hein, c'est pas en déambulant que ce soit le centre-ville, c'est pas l'histoire d'aller dans les quartiers nord. Et puis ce qui est intéressant, ça c'est une anecdote, mais là je montais une exposition avec des jeunes photographes algériens à Alger, et tous me disaient tu vas à Marseille, et vous savez en Algérie, Marseille on l'appelait la 49e wilaya. Et donc me dit mais tu vas toujours chez nous. On en pense qu'on veut. Florence, sur la question d'uniformité, alors est-ce que finalement c'est pas ça la meilleure réponse à vos angoisses, c'est dire vous retrouverez la même chose qu'à Paris, dans votre quartier si on parle de la grande rue piétonne avec Zara d'un côté, McDo de l'autre, le même mobilier urbain partout en France, c'est sûr. C'est sûr qu'on est bien dans le même pays, c'est sûr que voilà. Et à la fois, je pense que c'est vraiment un faux problème. Je pense que c'est oui, tout se ressemble, rien se ressemble. Enfin, pour moi, je comprends que vous posiez la question, mais je n'ai pas ce regard-là sur les choses. C'est-à-dire, je pense pas que tout se ressemble. Je pense pas que. Oui, si on parle, je pense que je sais plus qui ici parlait de. Je crois que c'est vous, Madame, qui disiez vous avez trouvé une ville normale, elle aura sa normalité marseillaise. Voilà. Mais voilà, voilà. Et je pense davantage ça plutôt que de raisonner en termes de ressemblance. Je pense qu'en effet, cet ordinaire marseillais me sied tout à fait. Mais davantage que de dire tout se ressemble, tout est pareil, etc. Et dernière anecdote, j'étais hier soir, je suis venu cette semaine et j'étais avec ma femme et ma plus jeune fille, Nejma, qui a 9 ans. Et hier soir, il y avait cette fête, elle était en train de
des gens sont venus lui parler en disant « Oh, mais avec ton papa, tu as dû beaucoup voyager à l'étranger, tout ça. » Et elle est en train de dire « Bah oui, elle était en train d'énumérer. » Elle dit « Bah voilà, non, je suis allée à Kinshasa, au Ghana, en Martinique, à New York, puis je suis allée à Marseille aussi. Je ne sais pas. » Bah, c'est un très joli mot de la fin. Je crois qu'il faut remercier aussi nos interlocuteurs pour avoir joué ce jeu de la vérité, parce que ça aurait été beaucoup plus facile de venir peut-être seulement dans un an, et là de faire cette rencontre pas comme les autres, ce work in progress. Hein, vous aurez compris que c'est le début d'un projet, donc il nous reste à vous donner rendez-vous dans un an, hein, où vous pourrez là confronter venir nous Florence engueuler Aubenas, et vous, éventuellement les engueuler tous les deux. Peut-être qu'ils se seront engueulés. Peut-être qu'ils se seront engueulés tous les deux avant. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette séparément. démarche. Merci.